vendredi 14 juin. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, je reçois Pascal Loyer-Durand, signaleur au Grand Prix du Canada, qui va venir nous permettre de vivre ce week-end de course d'un autre angle, nous expliquer comment ça s'est déroulé pour lui qui était en bordure de piste. Mais avant, voici notre segment entre deux courses avec nos collaborateurs Kevin et Jean-Christophe. C'est maintenant le temps de rejoindre nos collaborateurs. On a avec nous cette semaine le champion en titre au Grand Prix du Canada, puisqu'il n'y a pas eu d'édition cette année en F1600. Il est aussi le champion de F2000 aux États-Unis, Jean-Christophe Tran. Comment ça va? Ça va super, super bien. Encore une fois, content d'être avec vous aujourd'hui. Et de l'autre côté, notre autre collaborateur, il était présent au circuit Gilles Villeneuve la semaine dernière afin d'autographier son livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment ça va? Ça va super bien, Martin. Toi, ça va bien? Hey, ça va numéro un. Je suis content de vous avoir avec moi aujourd'hui. On a plein de sujets le fun. Puis on va commencer justement en parlant du Grand Prix qui avait lieu ici, à notre domicile, c'est-à-dire Montréal. Comment vous avez vécu ça un peu, les boys? Je pense que tout le monde a été unanime, qu'on a eu un méchant bon spectacle, qu'on a eu plein de rebondissements. La météo s'en est mêlée. Toi, Kevin, de ton côté, tu as vécu ça comment? Ben, de mon côté, c'était un week-end fort intéressant. On a eu des essais sur piste humide le vendredi, donc c'était assez compliqué de trouver les bons réglages. Il fallait attendre samedi en essai libre 3 pour avoir une idée un petit peu plus claire là, sur une piste sèche. Donc, on ne savait pas trop sur quel pied danser là, chez les écuries. Et la qualif a été assez intéressante, merci. Là, un chrono identique au sommet entre Russell et Verstappen en 1 minute 12. Et Ricardo cinquième, double élimination des Ferrari en Q2. Perez est sorti en Q1. Donc, ça a été vraiment super samedi. Et la course, ben, palpitante, des conditions changeantes, de l'action, des dépassements, des sorties de piste, des voitures de sécurité. Une belle épreuve. On a eu un bon spectacle. Ton pilote de Ouais. la journée, toi, ça a été qui? J'ai hésité entre Norris et Verstappen, mais je dirais, la qualité de la voiture qu'il y avait ce week-end, quand on regarde ce qu'a fait Perez, moi, je la donnais à Verstappen. Ouais, ça a été ça pour toi qui a distancé, Mm. qui a fait la différence entre Norris et Verstappen. Dans le fond, ça a été tout ce qu'il a dû à surmonter pour arriver à gagner pareil, là. Ben, la Red Bull n'était pas favorite sur ce circuit-là aussi. Donc, ce qu'a réussi à faire Max, il n'a pas fait d'erreur. Tout simplement, il a été pratiquement parfait. Donc, il a réussi à tirer les marrons du feu, comme dit l'expression française. Toi, de ton côté, Jean-Christophe, comment tu as vécu ça? Pour ce qui est pour moi la meilleure course de la saison, je suis très fier qu'elle ait été à Montréal. Mhm. Ça a vraiment de passer à Monaco, un vrai snooze fest, puis là d'aller à Montréal avec vraiment des rebondissements à chaque étape, FP1, FP2, FP3, FP2, Alonso plus vite, FP3, on sait plus trop c'est quoi vraiment l'ordre, même avec une piste plutôt sec, et là on arrive en qualif, comme Kevin a dit, double élimination des Ferrari. Moi, j'étais un petit peu triste, mais bon, puis quand même, ça a vite été surpassé par l'excitation qui était la Q3. Et pour la course en tant que telle, moi, mon pilote, c'était Kevin Magnussen. Là, de le voir passer à travers le peloton comme ça en pneus complètement mouillés. C'était vraiment, vraiment beau à voir. Ouais, Euh, parce qu'on est habitué. on- Normalement, quand on le voit passer à travers un peloton, il y a des morceaux qui revolent. Là, on n'était pas habitué de le voir passer à travers le peloton avec des si beaux dépassements que ça. On le sait ouais, qu'il en est capable, c'est juste que ça faisait longtemps qu'il ne nous l'avait pas montré. Mais c'est un bon point que tu apportes. ouais. Toi, pour toi, ça a été ton pilote de la journée avec ses premiers tours. Pour toi, c'est lui qui a volé le spectacle. Je pense que vraiment, il a volé une bonne partie du spectacle. Là. Le focus était plus vraiment sur le gap entre Verstappen et Russell. Moi, ma concentration était vraiment simplement sur le chemin que Kevin se faisait à l'avant. J'aurais espéré le voir un petit peu plus haut, mais c'est là que la température a changé un petit peu. Puis là, les cartes se sont. Les tables ont tourné. Là, c'était plus vraiment le bon pneu à avoir à ce moment-là. Puis c'est juste de voir que juste un avantage de pneu. Il nous rappelle que Kevin, c'est quand même un pilote qui sait se démener dans un peloton. Il ne sait pas juste sortir les coudes et être trop agressif. Il est aussi capable de faire ça. Fait Ouais, que, j'espère ouais, que ça. moi, je remettrais ma médaille.
Ouais, j'espère que ça l'a aidé à reprendre confiance aussi en lui. Je sais qu'il y avait un certain désavantage ou un certain avantage en sa faveur avec le bon pneu versus les autres, là. Mais quand même, tu sais, il a quand même, fallait le faire. Puis on l'a vu, il a été plus audacieux que Hülkenberg à certains endroits pour être capable de remonter plus vite. Donc, moi, j'ai aimé ça, ce côté stratégique-là. Je suis content que tu l'apportes, Jean-Christophe. J'ai aimé ça que As tente quelque chose plutôt que de dire on va rester dans les rangs, on va tous se suivre avec des intermédiaires en attendant que la pluie se passe, puis après ça, on essaiera de tenter notre chance. Je trouve qu'ils ont provoqué quelque chose, puis ils ont quand même gagné des positions au total. Ils ont failli finir dans les points avec cette décision-là. Puis quand on se dit entre ça ou le statu quo, on va toujours prendre la possibilité d'aller vers une opportunité. Donc, moi, je suis d'accord avec toi aussi de ce côté-là. On n'en a pas parlé beaucoup de Magnussen. On dirait que la course a tellement été longue dans le sens que c'est plein de rebondissements. Donc, pour nous, rendu à la grille, ben, à l'arrivée, c'était comme Magnussen, c'était déjà rendu très loin dans notre tête. Mais c'est vrai qu'il y a quand même C'est vrai. il a quand même fait un bon début d'épreuve. Celui qui a eu un moins bon week-end, puis ça m'apporte à ma deuxième question, eh bien, c'est Sergio Perez. Ça va se poursuivre même en Espagne, puisqu'il a été pénalisé pour avoir conduit sa voiture qui était quand même considérablement endommagé. On peut lui enlever un peu les torts parce que c'est Red Bull qui a quand même dit rapporte la voiture au puits. On voulait bien entendu éviter une voiture de sécurité pour Max Verstappen qui était sur le point de remporter une 60e victoire dans sa carrière. Mais je vous emmène à cette question-là. Selon vous, la signature de Sergio Perez, est-ce une erreur selon vous? Je commence avec toi, Jean-Christophe. Euh, J'aurais tendance à dire que déjà qui est, comment dire, vers la fin de sa carrière, tu sais, il a déjà 32-33 ans, si je me trompe, euh, c'est le meilleur qu'on va voir de Perez. Je ne crois pas que c'est un de ces pilotes qui, comme un bon vin, vont se raffiner avec l'âge. Je pense qu'on a déjà vu le meilleur de Perez, malheureusement. C'est la section européenne du calendrier, même si on est à Montréal, ça en fait partie. La section européenne du calendrier est toujours un extrême point faible pour lui. Il est toujours très, très off the pace en qualif, fait de la misère à rassembler le tour important quand ça compte. Puis ça fait juste l'handicaper énormément pour les courses, puis il finit rarement dans les points où il crash, comme aujourd'hui, comme dimanche passé. Fait que moi, je serais un petit peu tenté de dire que c'est vraiment c'est peut-être pas la meilleure affaire. Au moment où il a fait la signature, oui, mais c'est pas comme si le crash à Montréal aurait tout changé. Cependant, je suis sûr qu'il y a un meilleur pilote dans la grille qui aurait été plus rapide de manière constante et qui aurait ramené la voiture constamment en arrière de Verstappen, comme eux autres voulaient que Perez fasse. Je pense à, je dis ça de même, un Valtteri Bottas là, qui est extrêmement rapide en qualif, mais donner un ordre, va être capable de se ranger en ligne puis de garder le statu quo. C'est mon opinion. Donc, selon toi, même un Valtteri Bottas ferait mieux que Sergio Perez présentement chez Red Bull. Oui, vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi il est encore à Kick Sauber, là. Il mérite certainement, il a prouvé qu'il méritait une ride de premier plan. Il l'a très bien utilisé, bien mieux que Perez, selon moi. Je ne sais pas pourquoi il continue encore de croire en Perez, probablement parce qu'il amène énormément d'argent mexicain. Ça serait ça serait mon guess. Ouais, c'est sûr que Carlos Slim vient aider ou vient certainement aider depuis le début de sa carrière, là. Sergio Perez, c'est pas quelqu'un qui a connu énormément de succès dans les divisions internationales. Quand il était en division régionale, c'est là qu'il a eu ses victoires et ces choses-là, mais aussitôt qu'il s'est mesuré aux autres talents sur la planète, bien à ce moment-là, c'est là qu'il descend un peu dans les échelons, là, puis on le voit plus aux alentours de 5, 10e, même des fois, il finissait certains championnats 14e, 9e. C'est ce qu'on voit un peu en Formule 1, c'est qu'il est capable, sur certains circuits, de se faire justice puis de nous donner un bon week-end. Il est capable de protéger ses gommes en course, surtout. C'est surtout là qu'on voit son meilleur, mais il se met toujours dans le trouble le samedi. Donc, à ce moment-là, c'est toujours en rattrapage le dimanche. Toi, Kevin, est-ce que tu es d'accord que c'est une erreur d'avoir signé Perez ou tu as une autre opinion versus ça? Ben, en date d'aujourd'hui, je crois que oui, parce que ça se peut avoir un mauvais jour en F1, ça peut arriver. Mais quand tu es sur 3 week-ends consécutifs où tu n'atteins pas la Q3 avec une Red Bull, il faut se poser des questions, là. Moi, je pense que les dirigeants de Red Bull se sont peut-être dit, là, en ce moment, là, est-ce qu'on a fait le bon choix? Oui, il ne dérange pas Max Verstappen. Il connaît son rôle dans l'écurie. Il apporte des commanditaires, comme ça a été mentionné. Mais avec la convergence des monoplaces depuis un moment, tu dois d'avoir un deuxième pilote solide et présent dans la bataille. Ce que fait Sergio Perez depuis Imola,
c'est pas idéal. Ça va être compliqué en Espagne vu sa pénalité, comme tu l'as mentionné. Mais par contre, au niveau marketing, Perez est extrêmement populaire pour tout ce qui a trait à l'Amérique latine. Ce samedi au circuit Gilles Villeneuve, j'ai vu énormément de gens avec de la marchandise à l'effigie de Perez. Depuis qu'il est chez Red Bull, sa popularité dans le marché hispanique est vraiment importante. Donc, il y a une raison marketing aussi à la prolongation de contrat de Checo, là, à mon avis personnel. 60% de la marchandise Red Bull qui a été vendue en 2023 a été vendue au nom de Sergio Perez. Mhm. Donc, ça, Wow. c'est Ouais. c'est Ça assez nous dit tout. Oui, exactement. Fait qu'il y a Mhm. ce côté monétaire-là. Puis c'est bon que tu emmènes le côté monétaire parce que moi, j'en parlais dans le podcast de lundi, qui peut Mhm. commencer à coûter cher à Red Bull. Parce que oui, il Mhm. apporte de l'argent. Oui, il aide Red Bull à financer le salaire de Max Verstappen, qui va certainement demander des ajustements de salaire au cours des prochaines saisons, peut-être même à la fin de cette saison-ci. Il y a toujours des bonnies reliés à les signatures. On veut Mhm. toujours rester, les pilotes, bien sûr, ont des contrats ouverts sur le côté argent. On ne peut pas descendre, mais on peut augmenter. On l'a vu, là, il a déjà eu des augmentations depuis qu'il a signé cette entente-là à long terme jusqu'à 2028. Mais là, l'autre côté que j'apporte à ça, c'est s'il commence à avoir des accidents. Il se retrouve le numéro un, celui qui a coûté le plus cher euh, en frais de collision depuis le début de la saison. Malheureusement, ce n'est pas de sa faute à Monaco, c'est celle qui a coûté excessivement cher. À Montréal, c'est une autre situation. Mais ça peut venir jouer dans une ère de plafond budgétaire. Il peut commencer à enlever de l'argent à Red Bull pour développer la voiture. On peut être obligé de Mhm. commencer à minimiser la production de pièces, à couper sur le développement justement pour être sûr de ne pas défoncer ce budget-là. Donc, ce côté-là, là, dans une bagarre au championnat qui pourrait s'avérer serré, il pourrait devenir une épine dans le pied de Red Bull. Vous en pensez quoi, là? Je continue avec toi, Kevin, de ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut tenir en considération aussi? Ben, il faut prendre ça en considération quand on voit que Logan Sargent s'est qualifié mieux que Bottas, pas que Bottas, mais que Perez au cours des derniers Grands Prix, là, les deux derniers Grands Prix. Là. Donc, ça commence à apparaître en qualification. Si je ne me trompe pas, c'est une seconde dans le Q1 entre Verstappen et Perez. C'est un gouffre. Là, c'est inacceptable. En tout cas, de mon point de vue, c'est inacceptable de voir Perez être autant en retrait que ça. Parce que quand la lutte au championnat va se décider, peut-être pas cette année, mais par exemple, l'année prochaine, tu as besoin de Sergio Perez pour aider Max Verstappen. S'il y a une lutte, là, c'est inévitable. Il faut qu'il soit là. Puis là, j'entends déjà les gens dire, certains aiment ça rappeler, dire oui, mais Perez, lâchez-le, il a terminé deuxième au championnat des pilotes la saison dernière. Ça, tu répondrais quoi à ça, Jean-Christophe, les gens qui utiliseraient cette opinion-là, ben, cette option-là comme réponse pour justifier l'avenue de Sergio Perez chez Red Bull ou la continuité de Perez chez Red Bull? Je remettrais ce qui reviendrait à César si tout le monde avait une Red Bull. Pour l'instant, c'était le seul qui avait une Red Bull, autre que Verstappen, puis il a fini combien de points en arrière de lui? Comme 75% de points en arrière de lui. C'est ce que je répondrais parce que, encore une fois, l'année passée, Perez commence bien la saison. Les courses de ville, drôlement, c'est ce qui le soude le plus. Et là, on arrive dans la perception européenne du circuit, puis là, il a l'air d'un gars qui a aucun repère, il a aucune idée comment gérer la voiture. Puis ça en devient, moi, je trouve ça gênant Mhm. d'être si loin que ça. On a mentionné en moyenne une seconde, 7 dixièmes et demi sur ton coéquipier en Q1. Ça, c'est. Moi, je suis pas capable de dormir le soir, là, si c'est le genre de cas j'avais avec mon coéquipier. Mhm. Verstappen ou non. C'est comme, qu'est-ce que je fais ici? Là? Je me fais donner un siège. Là. Je suis dans un des baquets les plus convoités du sport et tu sais, comment dire, je fais un numéro 2 sur mon lit, tu sais, comme on dit en anglais. Mais toi, À chaque week-end, ça, c'est comme, ah là là, je sais pas quoi dire, honnêtement, c'est confondant. Là. mais toi, tu parles justement du facteur Verstappen. Tu donnes quoi comme fenêtre de gap, admettons, à Sergio Perez? Tu lui donnes quoi, là, 2 dixièmes, admettons, qu'il devrait avoir sur Max Verstappen en tout temps, minimum? 2 dixièmes, 2 dixièmes et demi, peut-être 3 dixièmes. On est en F1, des écarts comme ça veut tout dire, là. Mhm. Fait que là, quand tu parles d'un autre 7 dixièmes, là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu laissé le frein à main allumé? Ouais, Je le sais pas. c'est là que le problème. Puis on le sait, là, on écarte automatiquement la thèse des deux voitures différentes. Là. Je sais qu'il y en a qui ont ramené ça, mais on a déjà eu la discussion avec Fred Vallée, puis c'est impossible, ça. Il y a Red Bull, il n'y a aucune écurie qui fait deux voitures différentes. On a des plafonds budgétaires, on ne peut pas faire ça. Ce serait inconcevable de même
penser ça et la raison pourquoi on ferait ça, ben, il n'y en a pas. Là. Les points constructeurs sont excessivement importants, donc on ne voudrait pas désavantager un pilote versus l'autre. Donc, cette thèse-là, là, pour les gens qui l'ont encore en tête, là, oubliez-la, là, allez écouter l'entrevue qu'on a faite avec Frédéric Vallée en Mm. début de saison, ou même là, quand il est revenu, il nous l'explique encore, là, ça n'existe pas, ça. Toi, de ton côté, Kevin, c'est ça, tu mentionnais là, tantôt, j'aime ton point, tu disais 3 fois qu'il se fait expulser en qualification. Ça, c'est le côté qui dérange le plus. Mais le côté qui dérange à ça aussi, c'est son historique versus qu'il a fait la même chose pratiquement au même moment la saison dernière. Donc, c'est pas juste un cas isolé de dire on fait une mauvaise performance ou il passe une mauvaise passe. C'est une mauvaise passe qui revient année après année. Donc là, on commence à penser que c'est vraiment, ça fait partie de lui. Jean-Christophe le mentionnait, il ne deviendra pas meilleur à son âge. Donc, le Sergio Perez qu'on voit, c'est le produit final, c'est le Sergio Perez. Donc, qui commence à reproduire ces erreurs-là saison après saison, ce pattern-là qui s'installe, il va falloir vivre avec là, jusqu'à la fin de son contrat chez Red Bull, qui a quand même été clarifié comme étant 1+1. Donc, on lui donne une année d'option en 2025, mais on peut se raviser du côté de Red Bull et même inverser avec Yuki Tsunoda, qui a aussi un contrat Red Bull. Ce sujet-là nous plonge dans mon troisième sujet de la journée. Euh, il y a plusieurs écoles de pensée sur une bonne écurie en Formule 1. On peut mentionner, certains vont vouloir dire ça me prend 2 pilotes. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis il y en a certains qui vont aller un peu plus loin puis mentionner qu'il faut identifier un clair numéro 1 et un clair numéro 2. Est-ce que vous partagez cette école de pensée-là? Je commence avec toi, Kevin. De mon point de vue, si tu te bats pour le championnat des pilotes et que tu as deux numéros 1 dans ton écurie, tu te dois, à mon avis personnel, tu te dois d'avoir un directeur d'écurie avec un caractère fort pour leur dire, là, c'est un tel qu'on privilégie parce qu'il est devant l'autre dans le classement. C'est bon d'avoir deux pilotes très solides qui optimisent leur chance de marquer le plus de points, mais ce sont aussi des athlètes qui veulent le succès. Si c'est pas un, ça va être l'autre. Surtout si l'écurie peut gagner les championnats. Puis quand la voiture est ultra dominante, on n'a qu'à penser à Prost, Senna, les années McLaren ou Hamilton, Rosberg, les années Mercedes. Quand tu as une voiture qui est ultra dominante et que tu as une bonne avance sur tes rivaux, tu peux te permettre, dans une certaine mesure, d'avoir une compétition, là, comme on l'a connu là, avec ces deux duos de pilotes-là que j'ai mentionnés, parce que tu es loin devant tes rivaux et que tu as la machine pour gagner avec une bonne avance. Mais quand tu as un, deux, voire trois rivaux qui peuvent se battre pour la victoire sur différents types de circuits, il faut que ton numéro 2 soit très fort et absolument présent pour récolter le maximum de points s'il arrive quelque chose à ton pilote numéro 1. Exactement, parce que tu mentionnes justement les années Rosberg contre Hamilton. Mercedes a fini avec 765 points au classement constructeur. Les plus proches poursuivants étaient Red Bull à 468. Et merci à Red Bull qui a eu une compétition entre Vettel et Weber qui est venu diluer aussi le Mhm. championnat, la compétition au championnat des pilotes parce que du côté de Rosberg et de Hamilton, ça s'est joué à pas grand-chose, là. Ça s'est tranché au dernier Grand Prix de la saison. Puis de mémoire, c'était un 5 points d'écart peut-être entre les deux. Donc, s'il y avait eu quelqu'un d'autre qui avait pu s'inviter à la fête, ben, la porte aurait peut-être pu être ouverte pour même perdre le championnat des pilotes. Puis Ouais, tu mentionnes exactement. aussi, je pense qu'un des exemples les plus, qui peut aussi montrer que tu peux te brûler avec ça, eh bien, c'est l'exemple de McLaren en 2007. Quand on Ouais. regarde le championnat des pilotes, c'est 109 à 109 pour Hamilton et Alonso, car oui, il avait eu égalité entre les deux au championnat des pilotes, mais le championnat a été remporté par Kimi Raikkonen à 110 points. Donc Ouais. seulement 1 point d'écart. Ça, c'est sans aucun doute que la bagarre Alonso-Hamilton a coûté le championnat des pilotes à l'écurie McLaren. Ça Mhm. aurait été un de ces deux-là qui aurait pu être couronné champion si on n'avait pas eu Ouais. cette bagarre-là à l'interne. Exactement. Il y a eu une déficience de la tête de McLaren, en fait, à l'époque, qui était par Ron Dennis, là, si ma mémoire est bonne. Donc, on avait mal géré la situation entre les deux pilotes et au final, ben, ça a bénéficié à Raikkonen qui a réussi à gagner ce championnat-là en 2007. Un manque de leadership. Puis on a vu la même Ouais. situation par la suite là, dans la domination Red Bull. Mhm. Oui, on a réussi à avoir un assez grand écart sur les autres écuries, mais on aurait pu se brûler, surtout celui de 2010, on aurait pu se brûler là, avec la bagarre Weber, Vettel. Toi, de ton côté, Jean-Christophe, tu appartiens à quelle école de pensée versus une écurie de Formule 1? C'est sûr que c'est un jeu dangereux d'avoir deux pilotes numéro 1, les deux tout aussi capables d'aller chercher une victoire avec d'en donner les conditions et une bonne voiture. Mais je crois
sincèrement que, comme Kevin a dit, il faut avoir un chef d'écurie qui est capable de trancher quand c'est le temps, dans le vif, qui est pas, qui a pas une certaine mollesse ou qui est pas dans une partie plus tard de sa carrière où est-ce qu'il a plus le goût de gérer des guéguerres de pilotes comme un Ron Dennis, admettons. Moi, je trouve vraiment c'est ça qu'il y a eu. Malheureusement, même si Ron Dennis est un des dirigeants d'équipe les plus prolifiques qu'on a eu en F1, il arrivait vers la fin de sa carrière, puis ça paraissait un petit peu. C'est tout le stress d'avoir à gérer une équipe de F1, puis là, tu as deux des meilleurs pilotes du monde, de la grille, et ben là, ils se battent, puis les deux sont comme kiff-kiff. Puis t'en as un qui est deux champions du monde, puis t'as le petit John Hamilton qui était aussi bon que lui. Fait que je comprends très bien que c'était probablement une des positions les plus difficiles à avoir, mais peut-être une autre personne dans l'équipe, je ne sais pas, que- mettons une main divine là, qui aurait aidé tout ça, là, qui aurait été capable de les rasseoir et juste mettons, avec des consignes ou des pénalités pour des comportements averses, être capable de les calmer. Sûr et certain qu'il aurait gagné le championnat cette année-là, un ou deux pilotes et le constructeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette année-là, si je me trompe, c'est l'année du Spygate. Oui, Où est-ce exactement. que Ouais. Ils ont été c'est ça, disqualifiés au hein? championnat des constructeurs. Donc, c'est Fait que pour ça que même à ça, ouais. même à ça, il n'y aurait rien eu. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est vrai à quel point ça s'est joué proche. Puis Raikkonen a été l'heureux bénéficiaire de cette guéguerre-là entre équipes qui a été réglée très facilement avec comme des pénalités qui ont été assignées par Toto Wolff à Nico Rosberg et Lewis Hamilton lors de leur contact en Espagne. Il leur a dit, prochain contact qui est responsable, c'est toi qui payes ça de ta poche. Je veux Mhm. dire qu'à Rosberg, quand il a eu son bill de 360 000 euros, c'est ce qu'il avait dit sur un podcast, les deux s'étaient ravisés drôlement après. Fait qu'ils ont gagné des championnats ensemble pendant X nombre d'années. Peut-être c'était 2014, ça fait qu'un autre 3-4 ans ensemble. Donc, moi, je trouve pas que, mettons, la formule Red Bull, oui, ça marche la formule Red Bull parce que, mettons, peut-être plus maintenant, mais je veux dire, pendant un bon montant de temps, 2 ans, ils ont eu la voiture la plus dominante et de loin. Fait que t'avais un qui ramenait des bons points, puis t'avais l'autre qui gagnait toutes les courses. Fait que pas vraiment de stress là. Mais aussitôt que là, la grille se resserre, puis t'en as un autre qui se rentre dans le mur pour aucune bonne raison. Puis là, t'as juste un bon pilote, puis oui, il gagne la victoire, sure. Mais t'en as juste un qui ramène des points, c'est pas payant en bout de ligne, puis ça va les rattraper la semaine prochaine. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a un juste milieu à faire entre un écart trop grand et avoir deux pilotes qui sont quand même capables de rapporter des points. Tu peux quand même avoir un clair numéro un et un numéro 2 sans avoir un gars qui traîne en fond de peloton puis un qui gagne tous les grands prix, là. Je pense que C'est ça. c'est pas l'idée de Red Bull nécessairement. L'idée n'est pas que Perez remporte des courses, mais est quand même que Perez remporte des podiums. Je pense que Ouais. on mise là-dessus. Écoute, j'apporte là, on va j'ai mis ça, on a apporté les exemples. Kevin mentionnait Prost, Senna. Moi, j'ai parlé, puis Kevin, puis Jean-Christophe aussi, de Alonso, Hamilton. Mais si on va un peu plus récent là, dans l'histoire, on a eu une situation en 2022, au tournant des nouvelles réglementations, où Ferrari avait pris l'avance avec Charles Leclerc au championnat des pilotes. Et puis, Hmm. qu'on parle de mauvais leadership, j'ai souvent l'image de Mattia Binotto qui m'apparaît en tête. Excusez-moi, mais c'est fait comme ça. Mattia Binotto qui avait décidé de prendre aucune décision. C'est pour ça qu'il n'est plus là, justement. Il était directeur d'écurie, mais il avait oublié qu'un directeur doit diriger. Et puis, il n'a jamais mis son pied à terre de dire Leclerc mène au championnat, c'est notre chance de remporter le championnat des pilotes parce que oui, les écuries ont un championnat des constructeurs, mais ce qui est le plus prestigieux, c'est le championnat des pilotes. Ça, on veut le gagner. Donc, il n'a jamais mis son pied à terre et dire c'est Leclerc qui doit gagner à Silverstone. On a laissé Carlos Sainz aller chercher sa première victoire. Je ne pense pas qu'il avait le pouvoir de dire à Sainz de laisser passer Leclerc. Sauf que oui, en bout de ligne, on s'est tiré dans le pied à plusieurs endroits, autant qu'au niveau stratégique, tout ça. Sauf que ça, je pense que ça a fait partie aussi de cette défaite-là, de ne pas avoir décidé de trancher et d'aller du côté de Leclerc à Silverstone. Toi, Kevin, est-ce que tu partages cette opinion-là? Oui, oui, effectivement. Leclerc avait vraiment la main mise sur la Ferrari de 2022 par rapport à Sainz. On l'a vu tout au long de la saison et cette décision-là, ça a été. Je trouve que ça a cassé Charles Leclerc dans cette saison-là parce que la suite, ça a été un petit peu plus compliqué là, pour lui. Il a juste eu la victoire en Autriche, après ça, à Spielberg, et après ça, plus rien jusqu'à Monaco. C'est quand même un bon bout de temps, là, quand on regarde ça.
Et oui, c'est exactement ça. Ça a été un gros manque de leadership de la part de Mattia Binotto chez Ferrari. Plus rien jusqu'à Monaco 2024, là. Oui. C'est ça qui est fou, là. Puis Mhm. c'est ça, la non-décision a changé beaucoup de choses dans l'avenir de Ferrari dans ce championnat-là. Puis encore là, on n'est pas en train de dire qu'il aurait été champion du monde, sauf que tu mets les chances de ton côté, puis tu affectes pas, tu casses pas mentalement ton pilote qui est en train de tirer l'équipe vers les grands honneurs. Ouais, c'est ça, Toi, exactement. Jean-Christophe, grand fan de Charles Leclerc et de Ferrari, est-ce que tu partages cette opinion-là? Je ne m'appellerais pas un fan, je dirais un supporter. Un supporter, OK. Il y a mon vote. Non, mais je dirais vraiment, ça a vraiment été comme le cas qui nous a prouvé que la complaisance dans la direction, tout ce que ça fait, c'est créer une mentalité un peu contre le dirigeant, une mentalité de groupe. Et pour notre Charles, ce qui est arrivé, c'est là, il a bien vu qu'il n'avait pas complètement la confiance de l'équipe comme le propre numéro un, alors que son coéquipier ne faisait rien de sérieux en début de saison 2022. Il a crashé à Imola, il a crashé en Espagne. Je me souviens que c'était vraiment laborieux comme début de saison. C'était pas le début de saison qu'il aurait voulu avoir. Avec les nouvelles régulations, c'était pitoyable. Moi, je pensais dans ce temps-là, je me souviens de mes pensées de l'époque. Et là, au lieu de sécuriser qu'est-ce qui est tes pions, en disant comme OK, maintenant Charles, bravo, tu as prouvé que tu méritais la confiance, on va mettre maintenant les stratégies de ton bord, puis on va, en exemple, donner la victoire à Silverstone pour continuer notre championnat. Mais au lieu, pour pas causer trop de zizanie, on a juste causé plus après ça, en Mhm, voulant être fin avec tout le monde, bien en donner à Carlos Sainz. Et là, tu crées un Charles Leclerc insatisfait qui a besoin d'encore plus se prouver qu'il l'a fait déjà, commence à faire des erreurs. Puis on se souvient, hein, cette partie-là de la saison, Charles Leclerc commençait à faire beaucoup d'erreurs non forcées. On se souvient de France, là, à Le Mhm. Castellet, dans le grand virage à droite, perdu le derrière, allé se mettre le nez dans la barrière. Miami en Bref. qualification, Oui, totalement, exact. Même genre Mhm. d'affaire où est-ce qu'il va juste Imola. trop. Le Mhm. dernier demi-pourcent, il n'était pas là. Mais lui, Ouais. le dernier demi-pourcent pensait que ça allait être assez pour pouvoir aller chercher un résultat qui, ultimement, allait pouvoir rassurer la direction que c'est bel et bien lui le numéro un et c'est lui qui mériterait la confiance pour aller chercher les efforts au championnat. Et Mhm. qu'est-ce que ça a donné? Rien de sérieux. Rien de Fait que sérieux. c'est vraiment la meilleure, en anglais, on dit un case study de pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un dirigeant qui tranche. Non, c'est ça. Fait qu'en gros, ce que ça résume, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin d'un 1 puis un 2 en commençant la saison, mais il y a un certain moment dans l'année qu'il va falloir prendre cette décision-là. Il faut avoir le personnel en place pour être capable de mettre son pied à terre. Il faut aussi avoir les pilotes qui sont capables de répondre à cette demande-là, de dire, écoute, il y a un écart qui s'est créé entre toi et toi et ton coéquipier. Nous, on veut gagner. Donc, à partir de maintenant, tu travailles pour l'équipe et tu travailles pour lui. Donc, il faut avoir le personnel en place pour trancher 1 et 2. Euh, En tout cas, moi, c'est l'analyse que j'en fais avec ce que vous m'avez donné des deux côtés, là. Ça avance rapidement. Et je veux passer au dernier sujet de la journée. J'ai décidé de vous laisser vous prêter un petit jeu. Admettons qu'on parle du règne de Max Verstappen qui va se terminer. Parce que oui, un jour, il va se terminer, on ne sait pas quand. C'est à vous de décider où il va se terminer. Est-ce que vous allez jusqu'à 2028 à la fin de son contrat ou ce qu'il pourrait annoncer de se retirer et passer à autre chose? Mais je vous demande, selon vous, c'est qui le prochain champion du monde en F1? Est-ce qu'il est, il n'est pas obligé d'être déjà sur la grille, c'est peut-être quelqu'un qui va s'en venir. Mais selon vous, là, si je vous demande aujourd'hui, de faire votre décision, de vous projeter dans l'avenir et qui sera le prochain champion du monde après Max Verstappen. Je commence avec toi, Jean-Christophe. Tu penses que ça va être qui? C'est dur pour moi de ne pas être biaisé. Je vais y aller avec Charles Leclerc. Je pense vraiment qu'il a repris du poil de la bête après cette saison-là en 2022. Il y avait une saison 2023 difficile à bûcher beaucoup avec une voiture plus ou moins compétitive dans les grandes parties de la saison. 2024 a repris encore plus de poids de la bête. Maintenant, sa victoire à Monaco, le singe n'est plus sur son dos, comme on dit. Et avec une voiture comme il y avait en début de saison 2022, mais pour toute une saison, moi, je pense qu'il peut aller chercher des résultats extrêmement surprenants, même plus que les gens en pensent. Mais si je parle en ce moment, si Lando Norris avait un peu plus de chien et était un peu moins, ça c'est mon opinion personnelle, je trouve des fois qu'il était un peu gogoon. Il est un peu comme Passif. mollasse. Ouais, passif, oui. Ou pas passif, mais il n'y a pas il y en a un certain instinct de tueur. Il faut que tu en aies un en F1.
mais je trouve pas que c'est celui d'un Max Verstappen, par exemple. Mhm. Fait que s'il y avait, admettons, puis là, il y a Oscar Piastri aussi qui prend de l'expérience pour de vrai. Fait que moi, ça serait Mhm. entre ces trois-là, avec les tendances des voitures en ce moment qui se développent, puis les répartitions de performance entre les équipes en évoluant dans la saison. Je pense vraiment que Oscar Piastri peut-être aurait l'avantage sur une saison lorsqu'il va avoir vraiment son expérience presque comme un vétéran dans 2 ou 3 ans, mettons, puis une voiture aussi compétitive qu'une Red Bull, un Piastri ou un Leclerc, d'après moi, je mettrais mes pions avec eux. Mais Leclerc, tu trouves pas qu'il a le même défaut de Norris d'être trop passif à certains moments? Je trouve qu'il est un petit peu plus talentueux. Je OK. trouve qu'il y a un peu plus de flair que Norris. En Mais, qualif notamment aussi, là. oui, c'est un petit peu meilleur en qualif. D'aller chercher le dernier dixième, dixième et demi, ça fait toute une différence ça, sur la grille après ça. Là, quand ta position de départ est quand t'es 1 ou 2 places en avant, les Mhm. départs sont beaucoup plus faciles de manager ta course. Et vous savez très bien. Là. Mais c'est peut-être mon opinion personnelle, mais je ne mettrais pas ma confiance en Lando Norris pour l'instant. Il ne m'a pas prouvé encore à moi que même avec sa victoire à Miami, qui était totalement. Puis sa course à Imola, où il a rattrapé Verstappen, Ouais. j'ai pas l'impression que quand c'est l'instant de prendre un dépassement incisif pour prendre la victoire, j'ai l'impression qu'il va toujours comme la faire un peu à moitié, puis qu'il va se faire malmener par quelqu'un qui le veut un petit peu plus que lui. Toi, Charles Kevin, de ton Leclerc, côté, toi, Kevin, de Ben, ton moi, je crois que, ouais, je pense que ça va être probablement Leclerc, Norris, peut-être même Piastri, sensiblement comme Jean-Christophe a dit, vu la dynamique dans les deux écuries, la dynamique de Ferrari et de McLaren, là. Oui, Norris a eu le déclic depuis sa victoire à Miami. Je suis quand même encore d'accord avec JC que des fois, pas trop sûr, des fois, il a l'air un petit peu hésitant, mais il gagne en expérience et on le voit avec ses performances en piste. Il commence à être de plus en plus impressionnant. Piastri aussi, ça va être super intéressant de le voir évoluer, surtout dans la gestion des pneus. C'est peut-être un petit peu son point faible, mais ça va y aller avec le temps, là, tranquillement. Mhm. Leclerc, oui, très constant depuis le début de la saison. Mis à part Montréal, c'est un top 4 à tous les Grands Prix de 2024. Donc, une belle constance qui se fait depuis le début de la saison. Il reste à voir quelle écurie qui va mieux négocier le changement de réglementation en 2026. Ça va être primordial. Moi, j'y vais un peu avec ce que vous avez mentionné, sauf que je vais trancher. Je vais y aller, selon moi, je pense que c'est Oscar Piastri qui va être le prochain à être couronné champion du monde. Euh, vous avez apporté les deux opinions. Je pense que Leclerc a des choses à travailler, il a le talent. Du côté de Norris, le mot que je cherchais, c'est complaisant. Je pense que c'est le bon mot. C'est des fois, hmm, je pense qu'on se contente un peu de dire, ah, c'était ça que la voiture nous apporte, donc c'est ça. Par contre, je vois peut-être la possibilité d'un changement d'attitude. Kevin Laportelle mentionnait qu'à Miami, il semble avoir pris confiance et il semble avoir plus faim qu'auparavant. Il veut gagner, il a vécu ça, il y a goûté. Puis là, je pense qu'il est peut-être prêt à laisser un peu moins de chance à ses adversaires, puis à être moins satisfait de dire oh, on a fini deuxième, mais c'était ça, ou on a fini troisième, mais c'était ça. Je pense que il est prêt à passer à l'autre étape. Puis c'est peut-être moins naturel de son côté que d'un côté de Verstappen ou un Hamilton ou un Schumacher de dire que ces gars-là veulent gagner à tout prix et ils sont prêts à tout. Puis si c'est pas une victoire, ben là, à ce moment-là, on dit, oh, ben là, ils font la baboune, mais c'est comme ça. Mais Oscar Piastri, ça- en prenant lui comme choix, ça m'achète du temps. Parce que je pense que ça va prendre un peu de temps avant que le règne de Verstappen prenne fin. Je pense que c'est là que Piastri va atteindre son apogée. Et il est déjà très bon. Il laisse pas de place. On l'a vu contre Russell, notamment dans la chicane qui mène au mur des champions. Il a gardé sa position. Ça aurait été facile pour d'autres pilotes de lever le pied, de dire ah, je ne veux pas sacrifier ma course, mais il a gardé sa position à l'intérieur, ce qui a forcé Russell à prendre la sortie et d'être obligé de regagner cette position-là par après. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec Oscar Piastri. Ça me donne plus de temps. Ça lui donne plus de temps de gagner en expérience et d'arriver à ce moment-là, d'être un champion du monde. Mais tu sais, encore là, on n'a pas de boule de cristal là, qui peut bien prévoir. Mais je vois notamment, là, je prends en considération, vous n'avez pas nommé George Russell, puis vous n'avez pas nommé Lewis Hamilton non plus. ouais, Mm. il y en a mon choix. C'est Mais ça. George, je pense que toi, Kevin, tu le prendrais pas, George, à cause qu'il manque encore un petit quelque chose, hein, trop d'erreurs, hein? Encore un petit peu trop, ouais, encore un petit peu trop d'erreurs. Euh, ça va s'améliorer avec le temps, là, j'imagine. Lewis, c'est peut-être pas impossible non plus, mais en même temps, tu arrives dans un nouvel environnement, c'est totalement différent, c'est pas la même
mentalité quand on passe de Mercedes à Ferrari, là, c'est carrément le spectre opposé. Donc, il va peut-être avoir une adaptation qu'il va falloir qu'il se fasse et Leclerc devrait, en principe, avoir le dessus vu qu'il est habitué, vu qu'il est là depuis longtemps. Ben moi, j'aime, tu sais, Jean-Christophe le mentionnait, il mentionne Leclerc. Moi, je fais partie des gens qui croient que Leclerc va sortir son meilleur avec Hamilton. On l'a vu quand on a Mm. apporté Vettel à ses côtés, ou plutôt qu'on a emmené Leclerc aux côtés de Vettel. Il nous a offert ses meilleurs moments, autant en course qu'en qualification. Puis je pense que c'est ce que l'effet Hamilton va faire, c'est que ça va venir donner une motivation supplémentaire et probablement emmener le couteau entre les dents que Leclerc manque à certains moments, là, de prouver à tout le monde, de dire, écoute, je vais me mesurer au septuple champion, puis c'est pas lui qui va venir faire la loi. C'est pas l'écurie à Hamilton, mais c'est l'écurie de Charles Leclerc. Ferrari, je pense qu'il va vouloir défendre son territoire. Écoutez, les boys, vous avez été encore une fois excellents. C'est toujours le fun d'avoir vos opinions sur ces différents sujets-là. Euh, je vous remercie encore une fois. Puis de ton côté, Jean-Christophe, je vois que tu as des projets avec ton sim racing. Les gens peuvent te suivre sur GC Train Racing, ton compte Facebook, c'est bien ça? Oui, exact. Mon compte Facebook, c'est Tran Racing. J'ai un compte Kick aussi où est-ce que je fais du streaming de temps en temps. GCT12. Et aussi, je voulais souligner ma nouvelle association avec la Fondation Rêve d'enfants, avec laquelle je vais pouvoir travailler à l'avenir pour organiser des événements et aider à aller chercher des donations pour réaliser des rêves comme moi je le fais. Donc, c'est ça. Félicitations, une belle initiative, puis je suis sûr que les gens vont vouloir te supporter là-dedans pour une bonne cause. Et de ton côté, Kevin, ton livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, toujours en vente. Les gens peuvent communiquer avec le F1 Podcast Oui, s'ils veulent avoir tes coordonnées là, pour être capable de s'en procurer un. absolument. Il n'y a aucun problème avec ça, ça va me faire grand plaisir. Bon, ben merci les boys. Profitez du beau week-end avec vos papas. C'est la fête des pères. Et nous, eh bien, on se reparle dans un prochain épisode, un prochain segment du Entre-deux courses. Super, ben merci à vous encore une fois, c'était très agréable. Pareillement, merci beaucoup les boys. À la prochaine. Il est de retour. Il est un membre de l'ASRQ, l'Association des signaleurs de la région du Québec. Il était présent au Grand Prix du Canada lors du week-end dernier. Pascal Loyer-Durand, re-bienvenue au F1 Podcast. Salut, ça va bien? Ça va super et toi? Ben oui. On se l'était dit, pour les gens qui n'avaient pas entendu l'entrevue qu'on a réalisée ensemble il y a déjà quelques semaines, de ça, tu nous avais tout expliqué comment ça fonctionne, le travail de signaleur, c'est quoi les responsabilités que vous avez, non seulement lors des épreuves de karting, de stock car, partout dans la région du Québec, mais surtout lors d'un Grand Prix de Formule 1 qui est votre épreuve de l'année tant attendue, votre dessert de la saison. Peux-tu me dire comment tu as trouvé ça? Est-ce que tout a été à la hauteur? Encore une fois, c'était ta deuxième édition à laquelle que tu participais. Puis vous en avez eu toute une, là, parce qu'avec la température que Dame Nature nous a offert là, tout au long du week-end, c'était pas une facile, puis ça vous a tenu occupé. Ouais, ça a commencé avec un jeudi chaud, avec un vendredi grêleux, puis une fin de semaine pluvieuse. Fait que ça n'a pas été évident le côté météo, mais ça a juste agrémenté le spectacle, si on veut. Oui, exactement. Ça vous a tenu en alerte tout au long du week-end. Je voulais prendre le temps, là, avant qu'on rentre un peu dans tous les détails, pour que tu nous racontes tout ça, tu nous fasses vivre un peu ton week-end. Je vais quand même prendre le temps, non seulement de remercier toi pour ton travail, de te féliciter, toi ainsi que tes collègues, et aussi la présidente de votre association, c'est-à-dire Cynthia Coder, parce que je trouve que vous avez fait vraiment un travail exceptionnel. Comme je le disais, c'est pas des conditions faciles. Il y a eu énormément de travail pour vous. On a vu des voitures quitter la piste, on a vu des débris, on a vu tout ça. Puis nous, à la télévision ou en personne, ben, les délais ont été assez courts. Donc, vous nous avez pas privé du spectacle. On n'a pas manqué de la course comme on peut voir ailleurs lors de d'autres Grands Prix sur le calendrier du championnat, là, où parfois on se demande c'est quoi qui se passe, pourquoi ils ne relancent pas l'épreuve. Je trouve que vous avez été très rapide et très proactif dans vos démarches. Là. Donc, je tenais à vous féliciter, vous ainsi que votre président. Ben, merci beaucoup. Je t'avouerais, pas pour nous lancer des fleurs, mais on se faisait souvent qu'on est parmi les meilleurs au monde, les signaleurs au Québec, qu'on a des très bons professeurs, des très bons mentors qui nous aident à performer du mieux qu'on peut. Ah non, puis écoute, pour un gars qui est depuis longtemps, moi, j'ai aucune misère à le dire. Je sais que toi, tu es dans une drôle de position de ne pas vouloir te lancer des fleurs, mais moi, je vais vous les lancer. Vous êtes les meilleurs. Puis je dis pas ça parce que c'est notre Grand Prix local. Là, c'est vraiment, on le voit, là, les délais étaient
était vraiment court. Il y a eu un moment aussi que la voiture était pas facile à aller chercher. Puis ça a été je pense qu'on a peut-être perdu 3 ou 4 tours de l'épreuve, même pas. Donc, chapeau à vous autres, là, vraiment, c'était le fun pour nous autres. Surtout quand on a un week-end comme ça où il se passe tellement de choses, on veut pas être privé. On avait une bagarre à l'avant, on avait des bagarres en milieu de peloton, on en avait à l'arrière. Donc, tout le temps qu'on peut avoir sans les drapeaux jaunes, sans les drapeaux, ben, les drapeaux rouges, on les veut jamais, mais sans la voiture de sécurité, le plus vite qu'on peut relancer les épreuves pour nous autres, là, c'est toujours ce qu'on veut voir le plus possible. Puis vous autres, c'est la même chose. Ben oui, c'est sûr. Plus que les voitures font des tours, mieux que c'est. Le spectacle, c'est bien meilleur. En auto de sécurité, c'est pas mal moins le fun à regarder, là. Ah, exactement. Puis là, tu disais, ta journée commence jeudi. Tu as eu la chance de rencontrer les pilotes. Vous arrivez là tôt. Question de recevoir vos accréditations. Comme tu nous avais expliqué dans l'épisode où tu nous expliquais toute la démarche. Moi, je t'ai écouté. Là, je sais exactement comment ça fonctionne. Genre, tu savais, ils t'ont donné ton horaire. Tu es allé en reconnaissance un peu voir comment ça fonctionnait, la voiture de sécurité, toutes ces choses-là. Se passe la voiture médicale aussi fait leur test en piste. Mais là, toi, tu étais là aussi pour voir l'arrivée des pilotes, là, leur première journée au circuit, puis tu as eu la chance d'en croiser quelques-uns. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais, dans le fond, vu que c'était ma deuxième année, je ne m'étais pas proposé pour faire le Pace Car et le Medical Car pratique. Moi, je m'étais dit, je vais y aller plus en tant que touriste avec un de mes amis, Alexis. Fait qu'on est allé se promener pas mal dans les puits ou sur le circuit. Puis quand on est allé sur le circuit, moi puis lui, Alexis, on a croisé Oscar Piastri. Fait que je suis content. J'avais amené un petit diecast, j'ai réussi à le faire signer par Oscar. Puis là, on s'est dit, regarde, on va attendre ici, dans le cas où qu'on en croise d'autres. Puis on a tous commencé à faire leur track walk. Fait que là, on a croisé Albon, on a croisé Norris qui m'a signé aussi un diecast. On a croisé Ricardo, Joe, Hülkenberg, on en a croisé plein, plein, plein. Fait que c'est super cool. Et quand on s'est parlé jeudi, tu m'as dit, j'attends juste Verstappen. As-tu réussi à le voir? Oui, je pense pas il fait pas vraiment des tours de piste, lui, je pense, hein? On a parlé avec ses ingénieurs parce qu'on n'a pas réussi à le voir le jeudi. Puis il nous a dit que lui, il annonçait de la pluie, ça ne tentait pas de se mouiller, fait qu'il ne voulait pas embarquer en piste. Sauf que Alexis, je me trompe pas, le vendredi soir, il dit, je vais retourner dans les pluies, je vais retourner avec lui. Je fais, ah, c'est correct, ça fait une demi-heure, je l'attends, je suis fatigué, je vais aller souper puis tout. Ah, il dit, moi, je vais rester encore un petit 5 minutes, j'ai vu Fred Vasseur, j'aimerais ça aller y parler. 5 minutes après, je suis parti, il m'a envoyé une photo. Il a pogné Perez, Hamilton, puis Verstappen. Fait que je m'en suis tellement voulu, là. Ah, Ah! Fait que quand ton, j'ai manqué Verstappen de 5 minutes. fait que ton estomac t'a joué des tours. Ah ouais, j'aurais pas dû manger mes hot dogs. Ah ben là, parlant des hot dogs, là, tu me lances sur une piste. J'ai eu une information privilégiée, puis est-ce que ça se peut que vous avez manqué de ketchup? Ouais, t'as eu ça, toi, ouais, ça a l'air que les hot dogs pas de ketchup, ça a l'air que c'est meilleur. Qu'on a mangé des hot dogs pas de ketchup avec de la moutarde. Mais le dimanche, on a eu droit du ketchup. Fait que c'est pas si pire. Je sais pas comment ça que tu as eu cette info-là, mais en tout cas. Ah, mais chez F1 Podcast, on est plugué, hein? Tu Ouais, sais, je vois ça. c'est ça, on a des informations un peu partout. Je savais pas trop quoi faire avec celle-là, le fait que vous avez manqué de ketchup, mais je me suis dit, m'en la mettre dans mon livre, m'a trouvé une façon d'utiliser ça. Ouais, on s'est fait dire qu'il n'y avait plus de ketchup quand on est arrivé à attendre pour les hot dogs. Fait que, en tout cas, on a mangé des hot dogs à moutarde. Elle est bonne. Fait que c'est ça. Fait que là, t'as réussi, Piastri, il signe ton diecast. Norris, est-ce que les gars étaient gentils? Est-ce qu'ils avaient l'air contents d'être là? Oui, c'est sûr qu'on les a pognés sur un moment en parenthèse qui travaillaient. Tu sais, ils faisaient le track wall. Fait que, vu que c'était un nouveau bitume, il fallait qu'ils checkent vraiment tout. Je nommerai pas non, mais je te dirais qu'il y en a que tu voyais que ça lui faisait plus ou moins plaisir de se faire déranger, si on veut. Puis il y en a d'autres, dont Ricardo, que je me rappelle, il était le gros sourire comme à son habitude, puis il était super heureux, puis il n'a pas eu de trouble, il était bien content. Mais en majorité, je te dirais qu'ils étaient tous pas mal plaisants puis accueillants, mettons. Ah, ben c'est le fun d'entendre ça. Puis je comprends ce que tu dis aussi. C'est sûr que les gars, sont là pour faire leur devoir. Pour les gens qui sont pas au courant avec ça, ou qui sont pas familiers avec la façon, c'est que normalement, les pilotes, ils vont aller en reconnaissance, marcher sur le circuit. Des fois, ils vont le faire à tous les jours, mais souvent, c'est le jeudi que ça va se passer. Puis là, justement, il y avait des choses à aller voir. Est-ce qu'il y a des ondulations? Est-ce qu'il y a des places où c'est plus bossé? Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Les vibreurs, la hauteur des vibreurs. Donc, tout ça, eux autres, ils mettent ça en mémoire dans leur cerveau pour préparer lorsqu'ils vont être en piste de vraiment savoir si on peut pas passer par là, si on va passer par là. Puis normalement, ils font ça avec leurs ingénieurs de piste qui vont les aider à trouver les réglages lors du week-end.
Donc, il y a vraiment un travail d'équipe qui se fait à ce moment-là. Donc, tu fais bien de l'apporter aussi que c'est sûr qu'eux autres sont en train de travailler. Ils ne voudraient pas manquer un détail pour avoir une conversation avec quelqu'un. Ils ne sont pas là dans une journée nécessairement pour rencontrer les partisans, mais quand même, il y en a qui se sont quand même donnés au jeu là, Oh, pour être capable de vous rencontrer puis jaser avec vous. Ben, ouais. ça, c'est le fun. Puis côté, tu sais, ton ami a rencontré Fred Vasseur. As-tu rencontré un peu des ingénieurs? Tu disais celui de Verstappen. As-tu rencontré un peu d'autres mondes à travers de ça, des gens qui travaillent pour les équipes qui étaient le fun ou? Ben, j'ai parlé avec une couple de mécaniciens de Red Bull, super accueillants. J'ai parlé un peu aussi avec les animateurs télé de Canal+, donc Franck Montagny puis Laurent Dupin, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que c'est ça. Super gentil aussi. En plus, c'est le fun. Toi, tu écoutes ça sur Canal+, donc tu les connais bien en Ouais, plus. Ouais. ouais. Puis non, en tant qu'ingénieur, je n'en ai pas vraiment rencontré, ni directeur de course, pas de directeur de course, de directeur d'écurie. Alexis, mon ami, lui, il a rencontré, comme je te dis, Fred Vasseur, il a rencontré, son nom m'échappe, d'Alpine. Ah, Ben, Bruno Famin, directeur ou un exactement. ingénieur? Ouais. Oui, Il a rencontré, puis super gentil, super accueillant, qui me dit que non, c'est le fun. Les gars sont admissibles, ils sont gentils, puis puis donc, jeudi, tu as eu une belle journée. Tu as pu voir les essais aussi, les pratiques pour les arrêts au puits, toutes ces choses-là, voir un peu toute la poutine, dans le fond, de préparation. Là. Les gars rentrent, aussitôt qu'ils arrivent le jeudi, oui, c'est la journée médiatique, mais c'est tout de suite en mode travail, autant pour les mécanos que pour les ingénieurs ainsi que les pilotes. Tu as eu la chance de tout voir ça. Là. oh, dans le fond, le Jésus, nous autres, on voulait faire juste du tourisme, mais eux autres, ils étaient déjà là pour travailler. Et puis, les autos étaient toutes en train de les faire monter, les modifier, trouver des petits réglages. Ils faisaient des pratiques d'arrêt au puits, des pratiques de changement de nez d'arrêt au puits. Puis tu voyais que les gars, tu sais, ils travaillaient, là. Ils n'étaient pas là pour le fun, ces gars-là, là. Là, après ta journée de jeudi, ben là, tu passes au vendredi, l'action commence. On se lève le matin, on dit, hey, ça va être une belle journée. Gros soleil, il fait chaud. Toute la semaine, il annonçait de la pluie. On se dit, je pense qu'on va s'en sortir. Puis là, on a parlé trop vite parce que non seulement on s'en est pas sorti, mais on y a goûté pas à peu près. Toi, de ton C'est bon. côté, la grêle, tout ça. Tu sais, quand ils ont évacué les gradins, on a vu les mécanos de toutes les écrits fermer les portes de garage. Mais vous avez fait quoi? Vous avez été où? Ben, moi, le vendredi, dans le fond, on était au 12,5, ce qui veut dire c'est le 2 tiers de la ligne droite à peu près. Fait que c'est où ce que le DRS est ouvert. Moi, il n'y a aucun gradin où ce que je suis. Il n'y a pas de télévision, il n'y a rien. Fait que tout ce qu'on se fait dire, c'est dans les oreilles, dans les communications, c'est que d'ici 5 minutes, il va y avoir une grosse averse, une grosse orage. Essayez de vous mettre un petit peu à l'abri en dessous on a une petite toile, mettons, pour le soleil. Allez vous se mettre là. Fait que là, une averse, c'est une averse, tu sais. Quand Toute ça une commence à averse. tomber, par exemple, au tabarouette, là, c'est pas la même affaire. Là. C'est la grosse, grosse pluie. Fait qu'on dit, ouais, il mouille, puis à un moment donné, c'est la grêle qui tombe. Mais la grêle, là, ça n'avait pas de sens. Là. Ça Ah, a mais duré peut-être, quoi, 5 minutes à peu près. Mais nous autres, on était au courant de rien. On était vraiment comme dans notre petit monde. On était 5 dans notre petit monde. Là. On a fait le saut quand c'est arrivé. Mais je pense que ça a pris tout le monde par surprise. Autant que, OK, il va tomber, comme tu le dis, le mot c'était averse. C'était pas une averse, là, ça. Là. Ça, Ah non, non. c'était quasiment C'était l'apocalypse. Là. Puis c'était un méga déluge. Là. ouais, puis parce que même dans nos journées courantes au Québec, une journée comme ça, on voit pas ça souvent, là, un orage comme ça. Là. C'était vraiment, ça Non. a frappé, puis ça a frappé vraiment rapidement. Fait que là, vous autres, vous êtes mis à l'abri un peu. Puis là, il y a eu confusion dans le métro, puis ailleurs. Mais vous, là, il n'y a pas eu cette confusion-là. Vous, c'était reporté, on allait commencer pareil à 1h30. Il n'y a pas eu d'histoire qu'on annule la journée, on cancelle la journée. Vous, tu sais, parce qu'on s'est parlé un peu à un moment donné Ouais, en message dans la texte, journée. je voulais savoir si tu avais un peu d'informations concernant ça. Puis je voyais que toi, de ton côté, il y avait pas eu d'histoire que c'était cancellé ou annulé. Là. Ça n'a jamais été ce sujet, ça. Là. Non, quand on s'est parlé le vendredi, tu m'apprenais ça. Je n'étais même pas au courant qu'il est arrivé, mettons, on va dire un bug dans le métro, si on veut, Ouais. puis que c'était comme mentionné ou pas que c'était annulé. Nous, il n'y avait rien d'annulé. On attendait juste que ça diminue la pluie, puis que les gars d'entretien de piste se nettoient comme il faut parce qu'il y a beaucoup de branches qui ont tombé, des petites branches avec le vent, mais ça n'a jamais été question d'être annulé, là. Non, parce que même vous avez commencé en temps. Là, tu sais, quand je dis que vous êtes les meilleurs au monde, là, ça a commencé pile à 1h30 pareil, ou 30, peut-être 35, même pas. Je pense que ça a commencé à 1h30 pile la première séance du vendredi. Là. C'était Je pourrais sidulé pas te pour 1 dire, heure et mais je demie. sais qu'on Ouais. n'était pas en vrai. Si on était en retard, c'était peut-être de 5 minutes, mais il n'y a jamais eu le mot annulé qui a été mentionné, là. Ah non, ça c'était vraiment. C'était dommage ça, que ça s'est passé, mais comme je le savais, c'est pas de votre faute à vous. C'était même pas la faute Mhm. de la Formule 1. Puis il y a eu un problème de communication à ce moment-là. Mais au moins, Ouais. les gens ont la tête dure, les partisans de Formule 1.
je pense qu'il n'y a personne qui est retourné à la maison pareil. Tout le monde s'est dit non, Non, moi, non, je m'en parce vais que nulle part. quand le soleil a comme ressorti, on a vu ça, le monde est revenu, parce que nous autres, on avait comme une passerelle en arrière de nous autres. Quand ça a tombé, il n'y avait plus personne. Mais après ça, ça s'est rempli. Ça me fait penser un peu à 2011, si je ne me trompe pas, avec la grosse averse qu'il y a eu. Le monde était resté pareil, puis quand ça a Ouais. repris, ça a repris. J'étais là d'ailleurs en Ah ouais? 2011. Ouais, j'étais là pour la victoire de Jenson Button. J'étais dans Ouais. la ligne droite, puis tout le long, on voyait Sébastien Vettel passer. Button, à un moment donné, il était dernier. Moi, je pensais que Michael Schumacher allait nous faire un coup, peut-être gagner ce Grand Prix-là. Puis à la longue, c'est le dernier tour, en tout cas pour les gens se rappellent, là, mais il avait tombé de la pluie. C'est le plus long Ouais, Grand c'est Prix plus de long. l'histoire. Ouais. Ouais, C'est puis pour ça qu'à ce temps, il y a une limite de temps maintenant. exactement. Puis c'est pas le plus long Grand Prix de l'histoire du Canada. Oui, c'est le plus long, mais c'est le plus long dans toute l'histoire de la Formule Mhm, 1. Puis finalement, mhm. moi, je suis dans la ligne droite, puis j'attends que les voitures reviennent pour le drapeau à damier, puis tout d'un coup, il n'y a plus de Vettel. C'est Jenson Button qui est là, qui vient prendre le drapeau à damier. Puis là, j'ai aucune. Il a fallu que je retourne chez nous pour savoir c'est quoi qui est arrivé à Sébastien Vettel, pourquoi il n'a Pas parce jamais qu'en ligne droite, il n'y a passé. pas de télé, fait que tu n'es pas au courant de rien. Là. Ben non, ça c'était assez exceptionnel comme course, mais c'est vrai, c'est là que je m'étais rendu compte, les gens, personne n'avait bougé. On avait toutes les raisons du monde de dire il n'y en aura pas de Grand Prix, on s'en va à la maison, puis tout le monde, puis il n'y a personne qui voulait manquer l'opportunité, donc c'est ça qu'on a vu un peu Ah lors du non, week-end. je te dirais à Montréal, mettons, on va dire au Canada, là, on est vraiment des grands amateurs de Formule 1 et des connaisseurs de Formule 1 aussi. Ouais, on voit les estrades remplies. Mais on le voit juste avec le podcast. Depuis qu'on a commencé l'aventure, j'ai eu justement les compliments d'une compagnie de marketing qui nous expliquait que pour un balado qui se concentre uniquement sur la Formule 1, qui ne parle pas de hockey au Québec, c'est assez extraordinaire les chiffres qu'on est capable d'aller chercher, puis l'auditoire qu'on a réussi à bâtir en un si peu de temps. Puis ça, c'est la preuve, cette réponse-là, ça montre que la Formule 1 au Québec est populaire, puis elle n'est pas juste populaire pendant un week-end dans l'année, elle est populaire à l'année longue. Mhm. Donc, c'est un témoignage de ça qu'on voit là. Puis les pilotes ils le remarquent, hein, ils disent d'avoir des estrades remplies comme ça un vendredi, c'est pas partout Ouais. qu'on voit ça. On commence à le voir de plus en plus à cause de la série Drive to Survive puis de Ouais. l'engouement mondial en Amérique, toutes ces choses-là. Sauf qu'il y avait encore des places dans le monde il n'y a pas si longtemps que ça, puis il va en avoir encore cette année où le vendredi, Mais c'est pas oui, plein, c'est pas rempli. Donc, c'est pas pour rien qu'on crée les sprints puis tous ces nouvelles formules-là. C'est pour pour justement essayer essayer. de l'engouement, puis ouais. Exactement, exactement. Fait que là, ta journée de samedi, ben là, là, c'est une journée aussi qui s'améliore pas vraiment dans le sens que c'est de l'eau. On attend que ça sèche, ça va créer de l'action pendant les qualifications. On a une séance, troisième séance de libre qui se passe relativement dans le sec. Puis après ça, les qualifs, ben là, on pense toujours que ça peut arriver la pluie. Là. On ne sait jamais. Finalement, on s'en est quand même bien tiré samedi, mais on a eu droit à tout un spectacle. Pas trop occupé pour vous, à part Guan Yu Zhou, là, qui a été votre meilleur client tout au long du week-end, je pense. Oui, oui, pas mal, oui. Il y avait de la misère, je pense, avec la piste. Il essayait de nous pousser un petit peu trop, je sais pas, mais il était pas à l'aise dans l'auto. Ah non, c'est ça, ça a vraiment été votre meilleur client. Il y a eu Sargent aussi qui vous a tenu occupé à un certain moment, mais c'était bien parti. Vendredi, samedi, Sargent, j'étais là, ça va bien, tu sais. Pourtant, puis Montréal, c'est pas un circuit facile. C'est pas un circuit Non, qui a énormément couru dessus, là. C'est sa deuxième fois parce que non, c'est ça. c'est pas un circuit qu'on essaie en Formule 2, en Formule 3, ces choses-là, là. Je l'ai trouvé relativement bon, aller jusqu'à la journée dimanche. Fait que samedi, comment ça s'est déroulé pour toi? Tu étais à un autre poste, t'étais où environ? Ouais, samedi, j'étais dans le fond au numéro 8, au poste 8, qui se trouve être devant la tribune 31. C'était super le samedi. Moi, dans le fond, j'étais pour les Formule 1, j'étais en intervention. Fait que si jamais il y aurait eu un accident ou quoi que ce soit, c'est moi qui aurais été sur la piste avec mes collègues. Pendant la qualif, il n'y en a pas eu à mon poste. Il y a eu des tout droits dans le gazon, mais il n'y a pas eu d'accident. Mais ça a été une super belle qualif, là. Ah, ça a été vraiment pour nous autres à la télévision. Samedi, moi, je le regardais à la télé, puis c'était vraiment bon. J'étais dans l'estrade 31 le vendredi, on a eu de l'action. C'est là qu'il y avait énormément de dérapages, là. Les Ouais. voitures passaient des tout droits, puis tout ça. Puis on s'en doutait là, avec la nouvelle, ça avait été resurfacé, puis c'était un endroit qui est déjà très dangereux. Pas dangereux, mais qui Ouais. est assez difficile. Puis là, on en a Ils vu. l'avaient comme mis plus serré. Ils l'ont mis un petit peu plus serré qu'il était aussi. Puis ça, il y a des choses qu'on ne sait pas vraiment, mais nous autres, on l'a remarqué en étant sur la piste. Devant le poste, habituellement, à gauche, avant de prendre le virage, il y avait une petite partie de gazon. Là, elle a été complètement enlevée, fait qu'ils pouvaient essayer d'élargir plus encore leur courbe.
Puis Fait rentrer que plus serré vers la droite, se lancer c'est plus ça. sur le. Mais C'est intéressant à regarder ça. c'est ça, mais ça, c'est traite parce que justement, ça les invitait à se jeter plus rapidement sur le vibreur. Mais le vibreur, si tu le prends trop solide, il te ramène, c'est pas long. Puis là, après ça, tu frappes celui de gauche. Puis après ça, si tu t'en vas vers le mur assez. On a vu un peu Tsunoda, il a comme voulu éviter son vibreur de droite, il a passé par-dessus. Et Tsunoda, il a passé proche pendant la course. Je sais pas si tu as eu la chance de voir la reprise, là. Oui, Ça, oui, c'était le dimanche. Oh, ça, on a failli éviter une oui. grosse accident là. Oui, parce Ça- que ça paraît pas, mais le vibreur en arrière, il y a comme on appelle ça une saucisse, si on veut, orange, là. ouais. Mais à la TV, on ne remarque pas à tel point c'est haut, mais c'est vraiment haut. Ça doit avoir peut-être 10-11 pouces de haut. Fait que c'est vraiment haut. Fait que c'est pas pour rien que les gars veulent pas rouler là-dessus, là. C'est la même chose au mur des champions. Au mur Oui. des champions, le premier vibreur à la droite, si tu le touches, tu vas être poussé vers celui de gauche. Puis si tu frappes celui de gauche, c'est le mur des champions assuré, Ah là. oui, C'est les quatre tellement soulèvent, là. haut. Ouais, c'est Oh oui, ça. Ah c'est non, impressionnant. c'est ça qui est spécial de celui du Grand Prix de Montréal, c'est que c'est tellement des endroits, c'est tellement un travail de précision sur où ce que tu dois placer ta voiture. Si tu ne prends pas la limite, tu n'es pas rapide. Puis si tu prends la limite, ben, tu joues avec le feu de te faire brûler à tout moment parce que si tu peux terminer ta piste, donc c'est vraiment impressionnant. Surtout que là, les vibreurs sont venus mouiller. Fait que là, dans ce temps-là, Oui, les pilotes veulent pas trop y aller. Des fois, ils veulent tricher, dire est-ce que c'est assez sec, on y va dessus. En tout cas, c'est ça qui était intéressant de voir ce circuit-là, le à quel Verstappen point. en qualif, au début, il avait de la misère. Puis quand il a fait son tour rapide, quand il est passé devant nous autres, j'ai dit je me suis dit dans ma tête, j'étais tout seul, j'ai dit là, ça va être un bon tour parce que je le voyais, il rentrait beaucoup plus vite que tous les autres tours qu'il avait fait. Et on dirait qu'il s'était dit all-in, on y va. Il avait rentré, là, je te dis, là, ça n'avait pas de sens comment il est rentré dans ce tour-là. Ça, c'est son tour en Q3 quand il a fait Ouais. le 12-0-0-0 égal à George Non, Russell, là. ouais. Ouais, c'est le seul qui a amélioré, je pense, sur ce tour-là. Même peut-être Daniel Ricciardo, mais je ne suis pas sûr encore. Mais c'est ça, je pense que c'est le seul qui a réussi à améliorer à sa dernière. Mais là, on voyait que ben, Ah, c'était il ouvrait la machine, là. un Il tour de donnait. champion. Je l'ai dit dans le podcast de lundi, mais pour moi, il a fait. Il s'est comporté en champion du monde tout au long du week-end, là. Vendredi, c'était pas facile. Samedi, son tour en Q2 pour résister à l'élimination. Ensuite, en Q3, il décide de dire moi, je veux la pole. Fait qu'il donne, comme tu dis, all-in. Puis il voyait là, Mhm. comme c'était visible de dire que vraiment, il essayait. Ça passe ou ça casse sur ce Ah ouais, à tour-là. l'œil, on le voyait tout de suite qu'il poussait plus que dans son premier essai, là. Oui, exactement. Fait que là, on arrive à la journée de dimanche. Journée de dimanche, on s'attend à tout. On peut avoir n'importe quoi parce que c'est encore la piste est encore détrempée. On le sait qu'il va y avoir le départ. Les, les- les gens de la FIA disent que ça va être un départ arrêté. Bonne nouvelle, c'est ce qu'on voulait. Oui, Puis oui. on le sait que la pluie va tomber peut-être même au deuxième, troisième tour. Donc encore là, excellent parce que personne ne peut tricher de dire ah, OK, on s'en va en pneu pluie. À part l'écurie As qui a essayé de le faire, c'est brillant eux autres quand même parce qu'il n'y avait rien à perdre. Mais tous les autres écuries sont forcés d'aller en intermédiaire parce que sinon, ils vont se faire avoir dès le départ. Mais finalement, dans Mhm. les deux tours après, ben là, c'est Magnussen qui gagne des positions. Il y a eu un accrochage au départ entre Perez et Gasly. Il y a eu des Ouais. morceaux qui ont volé. Il y a là, qui est allé chercher ça en piste? C'est quelqu'un d'entre vous? Ouais, parce que moi, le dimanche, dans le fond, j'étais ouest de Senna. Puis l'incident Gasly puis Perez, c'est arrivé juste en avant de moi. Gasly s'est retrouvé, dans le fond, à 90 degrés dans la piste en avant de moi. Fait que j'étais sûr qu'il était pour aller taper dans le mur. Fait que là, c'est plate, mais tu sais, quand il arrive un accident, nous autres, on est tous excités parce qu'on va aller en piste, aller le chercher. Puis finalement, il a réussi à remettre ça direct. Mais moi, j'avais vu qu'il y avait un morceau qui avait tombé sur l'auto de Perez. Fait que là, tant qu'on n'a pas eu le premier drapeau jaune de sécurité, on ne pouvait pas aller en piste, c'était trop dangereux. Mais quand on a eu l'auto de sécurité, on a eu le go. Il y a un de mes chums, Jean-Michel, qui est allé chercher le morceau. Puis après ça, il l'a ramené au poste, mais là, le morceau il a comme disparu dans la brume un peu. Fait que on ne sait plus exactement il est où, mais en tout cas, il n'est plus sur la piste, ça, c'est sûr. Ah, OK. Fait qu'il y a un morceau qui pourrait être dans le salon à quelqu'un quelque part. On nommera pas Il y a un qui, mais il morceau qui pourrait. pourrait être en quelque part dans un salon, en quelque part, oui. Ah, OK. Puis, c'est assez intéressant, ça, de savoir ça. Oui, oui, Ouais. oui. Fait que là, tout ça pour dire, c'est un morceau-là de Perez disparaît. Quand même, Perez qui a fait quand même beaucoup de tours sans voir ça. Il a réussi à compenser dans des conditions de pluie comme ça. Normalement, on a besoin de tout l'aéro possible. Fait que quand même, Mhm. chapeau à lui, là. Puis il a raison, comme tu dis, pourquoi que Gasly n'a pas été frappé dans le mur. C'est parce qu'il a frappé dans un mur qui avait un taureau de chaque côté, là. C'est vraiment, c'est vraiment Sergio Perez qui l'a empêché de partir en tête à queue. Parce que Ouais. si Perez n'est pas là, d'après moi, il se retrouve à contresens. Puis t'as un client, t'as des morceaux Ah, je d'Alpine pense à que oui. ramasser un peu partout, là. Je pense que oui.
Fait que là, il y a même un moment, là, les gens ne le savent pas, mais s'ils veulent voir, Pascal, il y a un moment qui a été viral de toi et un de tes collègues qui s'est même ramassé, qui a été repris par la Formule 1, qui a été mis sur leurs réseaux sociaux, qui a été commenté par l'écurie McLaren. Est-ce que tu veux nous conter ça un peu ou c'est quelque chose que tu veux garder anonyme? Non, non, non. Dans le fond, moi puis Jean-Michel Garot, moi puis lui, on a comme une petite tradition, si on veut. On fait tout le temps une course, moi puis lui, peu importe où qu'on est, soit à Tremblant, au karting. Ça a commencé l'année passée à Formule 1 ou à l'Épingle. Fait que cette année, on s'est repris encore au Sénat. On a fait une course. J'ai gagné par défaut parce qu'il a triché, il a dépassé la ligne blanche. Fait qu'il a fait un off-track. Moi, c'est mon avis. C'est l'avis de tous les spectateurs qui étaient là aussi dans les S de Sénat. Ce moment-là a été filmé par les caméras de F1. Puis la F1 a reposté cette vidéo-là sur leur Instagram et sur leur page Facebook. Fait que quand on a vu ça, moi et Jean-Michel, on capotait. Puis il m'a écrit encore un matin. Ça a l'air qu'on était rendu, je pense, à 11 millions de vues, si je ne me trompe pas. Wow! Ouais, fait qu'on est vraiment impressionnés. Hey, c'est quelque chose, ça. Puis là, McLaren ont commenté en plus. Ouais, McLaren a commenté qu'il prenait des notes pour la course. Fait que si Norris a fini deuxième, c'est peut-être un peu grâce à moi et Jean-Michel qui leur a donné des cues. Ah, mais toi, tu es un gars très aérodynamique aussi. Oui, oui, rond, 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 c'est parfait pour l'aérodynamique, ça. C'est des notes. Ouais, moi, j'ai vu Adrian Newey prendre des notes aussi en vous regardant. Ah, ben tu vois, c'est parfait. Le plus de monde qu'on peut aider, c'est mieux de même. Je vais en parler à notre collaborateur Fred Vallée Moi, si, si il y a jamais ils ont des. une petite place pour moi, je pourrais peut-être aller les aider. Je suis un peu disponible. Ouais, ils vont te mettre dans la soufflerie. Ah, c'est parfait, ça. On va te mettre dans le tunnel, voir. Ah, mais ça, c'est le fun, par exemple. Tu sais, puis encore là, c'est venu montrer des belles images de Montréal. C'est venu rattraper un peu l'hymne national, là, que c'était pas Ouais, c'est super. ordinaire un peu, hein. Ah, ça, c'était. En tout cas, je peux pas croire avec tout ce qu'on a au Québec. Mais c'est ça Ah, qu'on a. moi non plus, mais c'est gars, on ne doit pas connaître la musique, j'imagine, je Non, sais c'est pas, ça, là. je me suis dit. Je me suis dit ça. Puis mes choix vestimentaires aussi doivent laisser à désirer. Si ça, Ouais, c'est. ça doit, parce que d'après, en tout cas, faut m'obtenir du sujet, mais c'était spécial, mettons, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est un sujet glissant, mais la seule chose que je peux dire, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un dans le comité organisateur qui a oublié que ce moment-là, ça passe à la télévision internationale. Ah, Puis je sais pas, là. des moments au Québec, au Canada, où ce que le monde entier nous regarde, ça n'arrive pas souvent, là. C'est pas les matchs des Canadiens, c'est pas les matchs de l'Impact. On a le tournoi de tennis pendant 2 semaines qui est télévisé mondialement, mais le moment du Grand Prix du Canada où on va Ouais. chanter notre hymne national, que c'est la personne qu'on a choisie. Je ne connais pas l'artiste, donc je ne peux pas juger Ben, l'entièreté de sa l'artiste, carrière. je le connais. Je sais qu'il y a des chansons connues, ça, c'est Mhm. correct. Sauf qu'on dirait que ça n'a pas été sa plus belle performance. Non, il était C'est peut-être mon nerveux. opinion, hein, Logan. Ouais, c'est ça. En tout cas, on va s'en aller de ce sujet-là, mais au moins, on a eu une belle course que les gens ont pu Oui, voir, qu'on a des vraiment une belle signaleurs. course. On a des signaleurs qui savent courir. On a eu une belle piste. On a eu une belle course en piste aussi. On va parler d'un sujet qui a retenu l'attention aussi parce qu'une fois que tout le Grand Prix a eu lieu, qu'on a eu du plaisir, tout le monde est unanime que ça a été la meilleure course de la saison. Il y en a qui sont avancés à dire que c'est peut-être même la meilleure des 3 dernières années depuis qu'on a passé à l'effet de sol. Il y a eu d'autres bonnes Mhm. courses, mais en tout cas, il y en a des gens qui l'ont mis assez haute. Ça a été on ne questionnera pas ça. Ça a été un très, très bon Grand Prix. Il y a beaucoup de spectacles. Mais à la fin, il y a eu, on a entendu que les commissaires ont convoqué le groupe Octane. Le groupe Octane, qui est le promoteur du Grand Prix du Canada. Et le sujet qui a été, ce qu'on leur reprochait, c'est qu'il y a eu un envahissement de la piste par les partisans Ouais. à la fin du Grand Prix de dimanche. Donc, à ce moment-là, là, nous, on regarde ça, on sait que le groupe Octane va passer devant les commissaires, mais le tort, on le donne à qui? Parce que, tu sais, on ne veut pas blâmer quelqu'un, on ne veut pas faire de procès nécessairement, mais juste savoir les responsabilités. Est-ce que c'est la sécurité qui a manqué? Est-ce que c'est votre travail à vous, les signaleurs, d'empêcher les gens d'aller en piste? Comment ça fonctionne à la fin d'une épreuve comme ça? Je vous dirais, le tort, c'est pas tout, mais c'est les spectateurs. Pas tous les spectateurs, mais il y a comme une certaine, pas une batch, mais mettons un mini pourcentage de spectateurs qu'on dirait que quand ils sont dans une foule, il y a quelque chose qui se passe dans leur tête qui déclic que tout est permis. Nous autres, on était, comme je t'ai dit, on était au S de Sénat. La dernière voiture de Formule 1 a passé en avant de nous autres. Après ça, il est supposé avoir la voiture de poursuite qui va les suivre. La voiture de poursuite était même pas passée, qu'il y avait déjà du monde qui sautait en bas de l'estrade. Ils ne descendent même pas les marches, ils sautent en bas de l'estrade
pour embarquer sur la piste. Il y en a, je te dis, des spectateurs, là, si tu serais avec moi là, après la course, là, c'est stressant tellement que le monde sont fous. Là. Ah C'est pas ouais, tout le hein? monde, par exemple. C'est pas ça. C'est sûr, c'est un mini pourcentage de spectateurs. Mais il y en a, on dirait, qui perdent la carte, là. Mais c'est l'effet de foule. Puis là, tu me parles des S de Sénat. J'ai pas le compte exactement, mais c'est le plus gros gradin au. Ah, il y a du monde. Moi non plus, je pourrais pas te dire comment il y en a, mais Ouais. les gradins sont pleins. En avant, il y a une terrasse. Puis, je te dis, nous autres, on était à un poste. On surveille. La dernière Formule 1 passe en avant de nous autres. On surveille d'abdos. Il y a déjà du monde qui passe dans notre dos, qui essaie de rentrer dans nos trous d'intervention. Nous autres, dès que la course finit, on a le mandat de protéger notre équipement parce que on a des radios, on a des écouteurs, on a des drapeaux. On a quand même un bon montant d'argent en équipement avec nous. Fait que par miracle, on n'a pas une Formule 1. Si jamais on aurait eu une Formule 1 à notre poste, dans le fond, il y en a eu à 2, 3 postes, je ne me trompe pas, au poste 4 puis au poste 6. Il y avait l'auto de Sargent puis d'Albon. Ils ont eu le mandat de protéger la voiture comme si c'était leur vie. Parce qu'il y a Mhm. des spectateurs, comme le dit, le mini pourcentage serait prêt à se garrocher, à aller chercher un morceau d'auto, prendre une photo. Le monde, je te dis, sont fous, là, ça n'a pas de sens. Ouais. Fait que dans le fond, la responsabilité d'empêcher les gens d'aller là, comme tu me dis, vous auriez beau mettre 10 sécurités, 20 sécurités, la foule est tellement en surnombre, puis comme tu dis, Ah, ils perdent la carte que c'est pas évident. Fait que c'est des nouvelles. Il va falloir ajouter des clôtures, il va falloir, tu sais, je te demande pas de trouver nécessairement la solution directement là, mais ce que vous aviez présentement, c'était pas, vous auriez pas pu. C'est pas eu un manque de votre part, c'est simplement que la situation fait que c'est pratiquement impossible après d'empêcher le je te monde de dirais, vouloir. c'est pas un manque de notre part, c'est pas un manque de sécurité, c'est pas non plus Octane. C'est vraiment, je te dirais, ça dure peut-être 5 minutes après la course. Mhm. Après ça se tranquillise. Le monde, ils viennent nous voir, posent des questions, prennent des photos, tu sais, c'est le fun. Sauf que si ça continue comme ça, à mon avis, ça c'est vraiment mon avis personnel, là, si ça continue à dégénérer comme ça, la Grand Prix après Grand Prix, ce qui va arriver, c'est qu'ils permettront plus aux spectateurs d'aller en piste, ce que je trouverais dommage parce que moi, avant même d'être signaleur, j'étais voir les courses de Formule 1, puis j'aimais ça aller en piste justement pour voir les vibreurs, voir la piste, comment est-ce que tu sais, c'est impressionnant pareil. Mhm. Mais si ça continue comme ça, ils vont juste barrer l'accès, puis il n'y a plus personne qui va pouvoir y aller. Je trouverais ça dommage. C'est juste qu'il faudrait que le monde qui se conscientise, mettons que ça compte plus d'allure à un moment donné, là. Ouais, puis qu'il y a des gens aussi qui pourraient arriver quelque chose, surtout sur. Tu sais, on voit ça dans des foules ailleurs, dans le monde, dans des événements de soccer, qu'il y a des gens qui sont piétinés à Ben cause de oui, des effets de foule ben comme oui. ça. Fait que il Il y a pourrait des arriver quelque chose de enfants, grave. il Ouais. y a des hommes, des gens de tout genre. Il y a du monde, là. Je te dis, mettons, à nos postes, là, on a des petites pancartes en plexiglas, et c'est un extincteur là-dessus. Je te montrais ça aujourd'hui, tu me dirais c'est quoi cette pancarte-là. Ça veut rien dire. Le monde, il court pour les arracher, pour avoir un souvenir. Entre nous autres, les signaleurs, on voit ça, on est découragés, on en rit, on dit, voyons non, le gars, il va faire quoi qu'il sort de chez eux? Une petite pancarte à plexiglas, Ouais, un ouais. pied par un pied qui est marqué Fire dessus. C'est ridicule, là. Ça en est rendu ridicule, là. C'est vrai que les souvenirs, ils coûtent cher aux boutiques, mais là, Ouais, mais tu sais, entre ça, on s'entend qu'une pancarte c'est ça. Fire, t'as pas grand-chose à faire avec ça, là. Exactement. Puis là, ben là, c'est ça. Non seulement là, le monde voulait aller sur la piste, puis on se rappellera qu'en Australie, ils ont eu cette situation-là la saison Oui. dernière. Puis cette saison, ben, ils ont eu une suspension d'une course. Hein. Les partisans n'ont pas eu le droit d'aller assister au podium. Donc, c'est peut-être ce qui attend. On n'a pas entendu parler d'amende ou quoi que ce soit, mais il ne faudrait pas être surpris. Il ne faudrait pas être déçu ou n'en vouloir à Octane ou n'en vouloir au signaleur ou à n'importe qui d'autre que la foule, que si jamais au prochain Grand Prix du Canada, ben, les partisans sont obligés de regagner le métro sans aller assister au podium ou sans même avoir le droit de marcher sur la piste parce que c'est la conséquence que l'Australie a eue pour Ah, ça se pourrait. Ça se avoir. pourrait. C'est ça, exactement. Fait que c'est une façon de faire comprendre les gens. Écoute, ça passe tellement vite, Pascal, quand tu viens. Il y a tellement de sujets qu'on pourrait toucher. C'est toujours super intéressant. Donc, en terminant, si tu avais un moment là, à nous raconter, ou peut-être deux, trois même, c'est toujours savoureux d'avoir les petites anecdotes. Qu'est-ce qui a marqué ton week-end le plus à part les hot dogs, pas de ketchup? Je te dirais, mettons, j'en ai trois qui me viennent rapidement en tête. Le premier, c'est le jeudi, la visite avec Alexis Despuis. Puis la rencontre des pilotes, ça a été super cool. Les gars, ils ont été fins. On a pu parler avec des mécaniciens, on a vu les voitures, les tests, ça a été super le jeudi. Puis Alexis, c'est un gars que j'ai connu l'année passée avec la SRQ. On s'entend super bien, c'est rendu un bon chum. Fait que ça a été un bon moment. L'autre, ça a été le samedi au 8. J'étais avec ma femme, puis moi, j'étais sur le bleu. Elle était sur les coms, pas sur les coms, sur le miroir.
On était un à côté de l'autre, puis on a passé, mettons, les Challenge Ferrari, les séries de soutien ensemble. Fait que ça a été un super beau moment à passer avec elle. On était Justement, vrai. les séries Ferrari, là, il y en a un qui Ouais. a frappé solide. Je ne sais pas si tu l'as vu. Moi, j'ai eu la chance de le voir Parti dans en les puits. Porsche. Pardon? En Porsche, tu parles au bout de la ligne des puits, là? Non, dans les puits de soutien, j'ai vu une Ferrari arriver. Écoute, OK. tu l'as peut-être pas vu, mais le devant, là, il n'y avait plus de devant. Ah oui, 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 je me rappelle, oui, je me rappelle. Oui, oui, ça a frappé solide. Oui, je sais lequel tu parles. Exactement. Moi, je revenais de la ligne des puits quand que je l'ai vu arriver, puis j'ai fait Oh boy. Puis, écoute, je m'en allais le prendre en photo, mais je pense que le gars, que c'est son char, était pas loin. J'ai dit, peut-être qu'il trouvera pas ça le fun. Fait que j'ai pas pris la photo. Moi, je Il y suis avait pas. tellement rendu habitué. Je te dirais que cette série-là, la Challenge Ferrari, c'est pas la première fois que je la vois. Puis il y a différents niveaux de pilotes. Il y a des pilotes, on va dire, professionnels. Il y a des pilotes payants qui louent la voiture pour la fin de semaine. Puis il y a des pilotes avec un instructeur dans les oreilles qui leur dit quoi faire. Mais fait que tu as différents niveaux de pilotage. Fait que ce qui fait que t'en as qui sont plus kamikazes que d'autres. C'est vraiment. C'est une belle série de soutien. Pour le vrai, là, c'est Ouais. vraiment cool. En Les tout cas, Porsche aussi, ça donne un bon spectacle. moi, les Porsche, j'adore. Moi, c'est ma préférée. Mais la Ferrari, comme je te dis, le gars, il avait l'air, mais tu sais, peut-être qu'il était déçu, il repensait à qu'est-ce que je vais faire demain ou quoi que ce soit. En tout cas, puis comme je te dis, je m'en allais prendre la photo parce que je vais être comme, ah, non, je pense que je vais le laisser tranquille. Ouais, Je vais c'est je ça. vais mémoriser dans ma tête, puis je le raconterai. That's it. J'aurai pas de preuve à l'appui, mais c'était tout un accident. Puis ta dernière anecdote, là, vraiment, qu'est-ce qui a marqué ton week-end? Le dessert, là, la meilleure, c'était. Ouais, c'est que dans le fond, le dimanche au Sénat, on les voyait tous sortir, nous autres, quand ils mettaient les les pneus, les pneus secs, soit les durs ou les médiums qu'ils ont mis. Fait qu'avant d'arriver sur la ligne de course, ils glissaient beaucoup. Quand Norris est sorti avec contre Verstappen pour faire la course pour se revenir en tête, Norris est sorti juste en avant de moi, puis les gars avaient tous des visières claires vu qu'il n'y a pas de gros soleil. Fait que j'ai vu les yeux de Norris quand il est sorti. Tu pouvais voir dans ses yeux que il poussait pour essayer de venir en avant de Verstappen, mais qu'il donnait, s'il donnait un peu trop de doigts, le cul, il partait. Tu le voyais vraiment travailler. Je te dis, je fais rien qu'en te parler, j'ai des frissons. Tu le voyais tellement travailler dans ses yeux de faut que je passe en avant, mais je peux pas y aller plus que je vais là. C'était vraiment un beau moment. C'est là que la course s'est jouée. Pour la Oui, victoire, oui. c'est là que ça s'est joué. Ça fait drôle à dire, c'est à la sortie de la ligne des puits, là. Mais moi, c'est le point que j'ai signalé dans le podcast de lundi, à quel point que ça a été le moment névralgique pour remporter la Ah course. ouais. Malheureusement, McLaren avait pris 2 tours sur les gommes, 2 tours de trop, peut-être un de trop au moins, parce que sinon, Je pense un, parce que je te dirais, le premier tour, il a réussi quand même à gagner du temps sur ouais, Verstappen. Je te dirais, le deuxième tour, il a gagné, mais il en a perdu vers la fin du tour, je crois. c'est parce qu'il n'a pas pu rivaliser. Il a perdu 3 secondes, 3 secondes et demie environ à cause de C'est ça. ça. Parce qu'il ne pouvait pas rivaliser avec Verstappen qui avait déjà ses gommes en température. Puis lui, ça Ouais. il a pris 2 tours les monter. Fait que si ça avait été seulement un tour d'avantage pour Verstappen, on l'a vu à quel point ça a été serré à la sortie. Donc, Ah on oui, peut ah oui, déjà oui. s'imaginer si McLaren avait pris la décision de rentrer Norris après seulement un tour, à quel point il aurait probablement été devant. Il se serait peut-être fait passer par Verstappen, mais encore là, c'est des gros si, là. C'est, C'était disons, ici, puis surtout que la piste était mouillée si tu sortais de la ligne de pluie. Fait que en slick, là, une piste mouillée, c'est vraiment dur de dépasser. Fait que, d'après moi, il aurait réussi à l'avoir, on Norris. aurait réussi à l'avoir, donc ça aurait été, c'est malheureux, mais ça fait partie, hein. Ça fait partie Eh de oui. l'apprentissage. On le mentionne souvent au podcast. Oui, ça prend une bonne voiture, ça prend des bons pilotes, puis après ça, ça prend l'écurie qui prend les bonnes décisions au bon moment. Red Bull sont vraiment rodés à ce moment-là. Moi je le disais, je regardais le Grand Prix dimanche avec mon père, puis je lui ai dit, je comprends pas. Pour moi, être une écurie de Formule 1, je ferais ce que Red Bull fait. Dans des Ah, décisions comme, dans des décisions comme ça, je me casserais pas la tête. Je dirais, ils rentrent au puits, on va rentrer nous autres aussi. d'après moi, il Malheureusement, faudrait appeler Ferrari parce que les autres n'ont pas compris que des pneus durs dans de l'eau, ça ne marche pas. non. Ça, ils ont comme pas compris ça, mais en tout cas. Non, ils ont essayé quelque chose, malheureusement, ça n'a pas Ah, fonctionné. ça, Mais moi, c'était c'est pas. ça, je me disais, tu sais, c'est sûr que c'était pas évident pour McLaren. Ils ont essayé quelque chose aussi. Puis on le voit que sur leur ordinateur, le calcul devait être très, très près. Ah oui, C'est ah pour ça oui. qu'ils ont essayé, ils se sont dit, ben, si on fait pareil, on risque de ressortir en arrière de toute façon. Mais là, si on fait différent, on a peut-être notre opportunité. Donc, c'est ce qu'ils ont Ah essayé. Mais ouais. en tout Mais cas, quand je l'ai vu sortir, quand j'ai vu ses yeux à Norris, là, c'était vraiment quelque chose. Ça, c'était un gros moment de fin de semaine, là. ouais. Ah, ben, en tout cas, mais merci de nous l'avoir fait vivre, Pascal, puis merci d'avoir pris le temps de venir au podcast pour tout nous raconter ça. Seule dernière chose que j'aimerais que tu nous parles, c'est encore une fois, c'est ton projet
de GT ARLQ que tu fais parce que non seulement tu es un passionné de course automobile, c'est pour ça que tu fais ça présentement. Là. On sait que tu en manges, que tu es prêt à donner de ton temps, puis être bénévole. Tu fais pas juste le Grand Prix du Canada, tu vas faire plein d'autres séries au cours de l'été, du karting, toutes ces choses-là. Donc, c'est grâce à vous autres qu'on est capable d'avoir de la course automobile au Québec, de former peut-être une relève. Donc, je te remercie pour ça aussi. Puis quand tu es sur ton temps libre, ben, tu fais de la course virtuelle, puis tu as fondé ta ligue là, qui va voir le jour au mois de septembre. Si tu veux juste aider les gens un peu qui voudraient continuer à s'inscrire, les inscriptions sont ouvertes. Comment ça fonctionne? C'est quoi les coordonnées? Dans le fond, c'est le gtracingliguequebec.com. Sur Facebook, c'est le GTRLQ. Les inscriptions sont ouvertes. Il y a 56 spots disponibles. Si je ne me trompe pas, il est déjà rendu à 58 inscriptions. Donc, il va y avoir des pré-qualifs. On va prendre les plus rapides, les 56 plus rapides. Puis les inscriptions, si je ne me trompe pas, finissent le 31 juillet. 31 juillet. Donc, il reste encore, on peut dire, un peu plus qu'un mois là, pour les Ouais. gens qui voudraient tenter leur chance, au moins de s'inscrire, puis après ça, ils ont du temps pour se pratiquer avant de la qualif que vous allez Mhm. siduler un peu plus tard après juillet. Là. Ouais, il n'y a pas de C'est trouble avec ça. ça. Puis ça, c'est sur la console PlayStation 4. Comme tu Ouais, mentionnais, c'est le jeu Gran sur Turismo. Gran Turismo, PlayStation 4, PlayStation 5. Parfait. Fait que là, ah oui, moi, c'est vrai, je parle de PlayStation 4, mais c'est vrai, il y a PlayStation 5. Fait que c'est ça. Fait que, mais peu importe, s'il y a que 4 ou 5, vous pouvez courser un contre l'autre, il n'y a pas de problème Oui, pour ça. il n'y a pas de problème avec ça. Puis il y en a qui le font avec leur casque virtuel comme toi. Moi, ça me donne mal au Ouais. cœur, là. Je sais pas comment tu Ah, fais, mais il y en a qui tu sont. t'habitues, c'est le fun, hein, tu t'habitues. Ouais, moi, j'ai regardé une course à l'intérieur qu'un gars montrait. Là, puis écoute, c'était sur le circuit de Red Bull Ring. Puis il tournait à gauche, tournait à droite. Puis hey, je suis devenu étourdi. Puis je suis même pas dans le pot. Je sais pas comment le gars fait, mais en tout cas, ouais, comme tu dis, c'est quelque chose que tu t'habitues. Je veux aussi que tu donnes les coordonnées pour les gens qui ont eu la piqûre. Puis disent, hey, moi, je veux vivre, mis à part la foule là, à la fin, là, Ouais. qui s'en va vers vous, mais qui veulent vivre l'aventure d'être un signaleur, qui veulent donner de leur temps, qui veulent c'est le meilleur billet possible, là, c'est d'être là. Puis on fait Oh, pas juste ça. On fait pas juste ça pour assister à des grands prix et être proche. On a des responsabilités qui viennent avec ça. Il y a des formations à faire. Mais les gens qui veulent se lancer là-dedans, tu peux-tu juste réexpliquer les coordonnées, comment ça fonctionne? ouais, dans le fond, c'est le recrutement.asrq en commercial asrq.com ou sinon c'est ASRQ sur Internet. Puis on peut communiquer avec soit Cynthia ou Chantal. Puis, ouais, dans le fond, nous autres, notre saison est encore juste à son début. On a tout l'été en karting. On a le Grand Prix de Trois-Rivières qui s'en vient. Puis, toi, justement, je t'avais invité. Tu vas venir aussi le 7 juillet à Mont-Tremblant en karting. Tu vas venir voir, dans le fond, c'est quoi une journée de signaleur dans un karting. Fait que ça va peut-être te donner la piqûre pour embarquer. Oui, exactement. Puis là, tu l'as annoncé à tout le monde. Fait que j'ai pas le choix d'être là le 7, même si j'avais pas l'intention de me défiler. Mais là, tout le monde est au courant. Fait que oui, je vais être là le 7 à Tremblant pour la compétition de karting. En plus, tu m'as parlé qu'il y a des jeunes talents là, qui sont super bons à voir. Fait que j'ai Ouais. bien, bien hâte de voir ça. Puis il y a aussi, comme tu dis, le Grand Prix de Trois-Rivières, qui est un de tes événements favoris, que tu m'as déjà dit aussi, que ça a l'air, c'est vraiment le fun, le Grand Prix de Ouais, Trois-Rivières. les classes sont super le fun. Puis, c'est 3 jours. Puis, si jamais vous vous inscrivez, mettons, dans le prochain mois, il n'est pas trop tard pour aller faire le Grand Prix cette année, justement, de Trois-Rivières. Si tu fais une coupe de sortie puis qu'on voit que tu as un potentiel, ben pas moi, mais les évaluateurs voient que tu as un potentiel, il n'est pas trop tard pour le Grand Prix de Trois-Rivières, justement. Comme ma femme, elle l'a fait l'année passée, elle a fait 3 sorties l'année passée, puis elle a réussi à faire le Grand Prix cette année de Formule 1. Fait. Puis un autre détail là, que je trouve important, justement, tu mentionnes ta femme qui fait aussi le même travail que toi, qu'elle a fait la formation, puis toutes ces choses-là. Puis pendant le week-end, ils vous ont mis ensemble aussi. Fait que les gens Ouais, qui veulent faire ça ouais. en activité de couple, je ne sais pas, là, je ne vais pas m'avancer que c'est comme ça pour tout le monde, là, mais que au moins, c'est pas comme s'ils l'ont mis au S de Sénat, puis toi, ils t'ont envoyé à l'Estrade 31. Donc, vous avez passé le week-end ensemble, les deux. Donc, ça devient une activité de couple aussi. Là. Ouais, dans le fond, nous autres, mon chef de poste, dans le fond, le chef de poste qui dispatche les personnes, dans le fond, c'est Sylvain Richard. Il nous a mis ensemble, il a vu qu'on travaillait bien ensemble. On a travaillé avec lui vendredi et dimanche. Le samedi, ça a été Michel Dion. Donc, il nous a mis ensemble lui aussi, puis c'était super le fun. Mais même si on était ensemble, on était comme tellement occupés à faire nos choses que on était ensemble, on est comme pas ensemble en même temps, mais juste le fait d'être un à côté de l'autre, c'était super le fun, là. Ouais, tu vis la même chose, c'est comme Ben oui. c'est ça exactement. Puis ben là, moi, je vais en profiter, tu sais, je vais essayer de te mettre dans le trouble sur une note de 1 à 10. Comment qu'elle a fait ça? Je suis un bon 9, là, pour le vrai. Même en communication, là, elle est vraiment bonne. Elle se fait danser beaucoup de fleurs. Elle est capable de voir les numéros super bien. Elle décrit bien. Elle parle bien.
en communication, est excellente. En intervention, les murs sont quand même hauts à traverser, fait qu'elle n'est pas super flexible. Fait que ça, c'est peut-être un petit peu moins qu'un 5, mettons, mais ça se travaille. Ouais, c'est chacun ses forces, c'est ça. Puis, non, ben, Oh, c'est le fun. Puis elle commence aussi, là, déjà de faire. ben, c'est Non, ça. c'était son deuxième Grand Prix du Canada, hein, je Non, pense, c'est c'est ça? son premier. Son premier. Fait que c'est ça. Ouais. On va laisser une chance à 9 sur 10. Quoi demander mieux? Mais tu sais, elle a un expert là, avec elle là, à journée longue Ouais. pour y Il montrer. faudrait Fait que- parler à nos formateurs, mais ça devrait. On va dire que je suis pas trop mal, je pense. Bon, ben, Pascal, c'est tout le temps qu'on avait. Puis, ça sera pas ta dernière fois au F1 Podcast, tu le sais. On va te réinviter. J'espère que tu vas accepter de revenir nous conter d'autres choses. Puis, on va pouvoir jaser plus du championnat de Formule 1 dans une autre présence quand tu vas être disponible. Ben oui, pas de trouble. Parfait, fait que je te remercie encore, puis comme je te dis, bon restant de saison. Nous, on se voit le 7, puis n'importe quand, Pascal, on va se reprendre, on va avoir plein d'autres sujets à parler sur le championnat de Formule 1 d'ici la fin de la saison. Yes, merci à toi. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 14 juin. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essais libres du Grand Prix d'Espagne. D'ici là, je vous invite à nous encourager en nous suivant à différents endroits, notamment sur Spotify, mais aussi sur Facebook, X Twitter, Instagram ainsi que YouTube. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.